merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont eu la gentillesse de venir nous voir à Logicam pour discuter de votre dernier ouvrage, Le traître et le néant, mais aussi peut-être plus largement, au fur et à mesure des questions, de votre travail de journaliste, de votre carrière, peut-être des enjeux électoraux de cette année 2022. Donc ça sera au gré des questions, on compte sur vous. Bien sûr, merci à tous d'être venus. Et si ça vous convient, je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu plus et parler de votre ouvrage. Ok. Pour commencer. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Donc bonjour, donc moi je m'appelle Gérard Davet, parce que souvent on nous confond un tout petit peu tous les deux. Donc, le petit brun qui parle beaucoup souvent c'est moi, et le grand blond, enfin il était blond à l'époque. Toi t'étais brun à l'époque. Moi j'étais brun aussi, c'est vrai. Et donc moi je m'appelle donc Gérard Davet, j'ai 55 ans. Je ne vais pas être trop long, mais en fait l'intérêt de ce genre de conférence, nous, on va beaucoup dans les écoles de journalisme. L'idée c'est pas tellement de vendre notre livre, qui s'est bien vendu, ni de parler de notre gloire personnelle, c'est surtout en fait, parce que je sais à titre personnel à quel point les jeunes étudiants en journalisme se posent des questions, c'est de répondre à vos questions, et puis de transmettre aussi l'amour qu'on a toujours pour ce métier, quoi. Et vous expliquer pourquoi on aime ce métier et pourquoi ce métier mérite d'être aimé. C'est vraiment l'objectif en fait de ce genre de conférence qu'on fait avec Fabrice, c'est pas du tout de raconter nos exploits passés. Et pour ça, on a peut-être besoin de vous expliquer un petit peu qui on est, parce que ça n'a pas forcément de soi. Je fais passer pas mal de concours dans les écoles de journalisme, et souvent dans les jurys, je ne sais pas si j'en ai eu parmi vous, mais je fais passer les jurys, et que je vois quelqu'un à l'oral, je lui demande qui suis-je, en général. Et une fois sur deux, la personne ne sait pas qui je suis. Alors je ne suis pas vexé, mais par contre c'est emmerdant pour la personne qui est en face de moi, parce que je considère que ce métier, on est quand même censé savoir qui l'exerce, comment et pourquoi. Si on vous parle de Florence Aubenas, il faut savoir qui elle est, ce qu'elle fait. Ça me paraît être la base des choses. On peut aimer, ne pas aimer, mais on est censé savoir qui fait quoi. Jean-Jacques Bourdin, Anne Niva aujourd'hui, qui sort un livre, etc. Des gens qui marquent un petit peu la profession et qui donnent envie de s'y intéresser. Et moi, j'ai commencé dans ce métier au tout début, donc c'était en 86, donc ça ne rajeunit pas, c'était il y a 36 ans. Et comment est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé à m'y intéresser en lisant un livre. Ce livre, c'est un journaliste allemand qui l'a écrit, qui s'appelle Günter Wallraff. Et ce livre s'appelle Tête de Turc. Pour ceux qui ont envie de le lire, c'est encore d'actualité. C'est l'histoire d'un journaliste qui a pris différentes identités pour raconter, par exemple, il s'est fait passer pour un journaliste de la Bild Zeitung, c'est un journal allemand qui est un journal un peu trash. Il s'est fait passer pour un journaliste de la Bild Zeitung pour raconter l'ambiance et comment ça se passe, les choix éditoriaux, etc. au sein du journal. Mais Tête de Turc, il s'est fait aussi passer pour un Turc qui débarque en Allemagne, et à l'époque, l'Allemagne n'était pas très sympathique avec les Turcs. D'où le titre Tête de Turc. Et ce journaliste, il se faisait passer pour d'autres avec une autre identité, un peu comme ce que font quelques-uns aujourd'hui, dont Florence Aubenas. Et ce qui est marrant, c'est que 36 ans après, c'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre de journalisme-là, mais je suis venu au journalisme à travers ça. Quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier-là parce qu'il racontait des histoires, et que ces histoires, elles m'ont intéressé, elles m'ont poussé vers un métier qui au départ ne m'intéressait pas. Moi j'ai commencé à lire Le Monde, je dois l'avouer, à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à lire la presse écrite bien plus tôt, mais c'était l'Équipe, je lisais l'Équipe. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas forcément quelque chose d'inné, le journaliste, c'est un truc auquel on arrive tout d'un coup, et puis on se dit tiens, il n'y a pas mieux comme métier. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc après, rapidement, je vous dis mon parcours. J'ai commencé jeune, donc j'ai passé un concours d'école de journalisme qui était l'IPJ. À l'époque, c'était pas Paris-Dauphine, c'était vraiment une école, il faut bien le dire, de merde. J'y suis rentré 40e sur 40, je pense qu'il fallait boucler le budget. Et c'est un concours à l'écrit, à l'oral ça s'est plutôt bien passé, j'arrive à m'exprimer assez facilement. Et après, j'ai fait mon premier stage tout de suite entre les 2 années à La Voix du Nord. Donc j'ai fait mon premier article à La Voix du Nord en 86. Et en fait, quand j'ai vu ce premier article avec ma signature en bas, je me suis dit, tiens, c'est quand même génial comme sensation. J'ai vraiment eu un vrai plaisir de voir la signature et de me dire, tiens, il y a des gens qui lisent ce que j'écris, qui s'intéressent à mes histoires. Et de ce jour-là, je me suis dit, c'est ce métier qui m'intéresse. Ensuite, rapidement, 86, donc j'ai fait mon premier article. Ensuite, je suis sorti de l'école de journalisme en 87. J'ai fait le service militaire. J'étais aussi au service audiovisuel et communication. À l'époque, on pouvait écrire des articles pour l'armée.
Et ensuite, j'ai directement commencé à la pige. Donc pour ceux qui pensent que c'était plus simple à l'époque, j'ai fait 4 ans ou 5 ans de pige pour des trucs aussi divers que l'hôtellerie de plein air, le magazine quotidien du médecin. Bref, j'ai vraiment multiplié les expériences pour gagner un peu d'argent tout simplement. Et j'ai surtout privilégié le Parisien, où je suis rentré, j'ai fait beaucoup de piges, où j'ai rencontré Fabrice un petit peu plus tard. J'ai fait des piges au Parisien pendant quelques années, où je n'étais pas payé énormément et je vivais toujours chez mes parents. Donc c'était pas forcément la vie de rêve, mais je signais des articles, donc j'étais content. Et ils m'ont proposé un CDD en 89, je l'ai évidemment accepté. Et dès que j'ai eu ce CDD, j'ai eu ensuite, dans la foulée, ma carte de presse, qui était un moment de joie et de bonheur aussi pour tout jeune journaliste. Je me souviens, on avait même des macarons qu'on mettait sur la voiture, hein, tu te rappelles, Fabrice? Macarons de presse et tout, tellement on était fiers d'être journaliste. Et puis ça a commencé comme ça. Et après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Alors après, je vais à grands traits, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai fait beaucoup de presse quotidienne régionale au Parisien, ça a duré 7 ans. Et ensuite, j'ai fait du fait divers à haute dose pendant 5-6 ans, du fait divers national, des gros faits divers nationaux. Et après, j'ai fait le service politique du Parisien, où j'ai couvert les élections pour la gauche, surtout sur la gauche. Et ensuite, au service politique du Parisien, c'est une spécificité, on pouvait couvrir aussi des conflits internationaux. Donc moi j'aimais bien ça, donc je suis parti couvrir des théâtres de guerre. À l'époque, vous étiez pas né bien sûr, ou très peu en tout cas. C'était la guerre du Kosovo, c'était la guerre d'Afghanistan, après le 2001. Et donc j'ai couvert des théâtres de guerre. Et j'ai arrêté de couvrir le théâtre de guerre au bout d'un moment, pour une raison simple, c'est que je venais d'avoir une petite fille que certainement beaucoup connaissent, et je n'avais pas du tout envie en fait de prendre une rafale de Kalachnikov pour un article. Donc, et puis j'étais pas non plus le meilleur journaliste qui soit sur le terrain, parce qu'il y avait des risques que je voulais pas prendre. Donc je suis passé à autre chose, et ça tombe bien, j'ai été recruté à ce moment-là au Monde. Au Monde, Fabrice avait fait ma pub, il était au Monde, il vous racontera ça. Et au Monde, j'ai été recruté pour faire de l'enquête. Et là, j'ai découvert vraiment le monde de l'enquête, c'est-à-dire aller chercher, derrière ce qu'on vous montre, aller chercher une vérité qu'on vous cache. Et j'ai commencé l'enquête sur le sport en particulier. Et au bout d'un an, plus rapide que d'habitude. Et au bout d'un an et demi, j'ai été affecté par Edoui Plenel, qui était le patron du Monde à l'époque, à la couverture d'une histoire dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle l'affaire Allègre-Baudis, qui est une histoire qui m'a beaucoup marqué comme journaliste. Et ensuite, j'ai continué, j'étais chef des enquêtes au journal, j'étais au placard à un moment donné, ensuite j'ai été grand reporter, et puis quand Fabrice est revenu, j'ai fait de l'enquête à nouveau avec lui, ça fait 10 ans qu'on fait de l'enquête ensemble, mais notre premier scoop c'était il y a 30 ans, donc ensemble. Mais ça fait 10 ans qu'on fait de l'enquête ensemble à haute dose, il m'a poussé à faire des livres, je le remercie parce que ces livres, c'est un vrai bonheur de continuer à en faire. Et on fait plein d'autres choses que Fabrice va vous raconter maintenant, et moi je vais boire un petit peu. Oui, parce qu'en fait, notre carrière ne cesse de s'allonger, donc la voix de Gérard en souffre. En plus, c'est de plus en plus long pour raconter. Je vais essayer de faire, court, d'autant plus que nos parcours vraiment se ressemblent. Je veux dire par là, pas seulement parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, mais même sur les débuts, etc., il y a des choses qui sont très, très proches. Et donc moi, comme Gérard, j'étais très tôt passionné par l'information, sans que je sache trop pourquoi. Je regardais la télévision quand j'étais enfant, j'étais fasciné de voir les présentateurs, tout ça, l'actualité m'intéressait. J'avais une scolarité, on va dire, pas très bonne. Et au sortir du bac, ne sachant pas trop quoi faire, c'est mes parents qui ont pensé pour moi à essayer des écoles de journalisme. Donc j'ai fait l'IUT de Tours dans un premier temps, qui était une école, enfin qui est toujours d'ailleurs, une école reconnue et qui était d'un bon niveau. J'avais été complètement stupéfait de réussir le concours d'entrée parce que je ne me sentais pas capable et j'étais jusqu'alors de mauvais résultats scolaires. J'ai pas été au bout malheureusement parce que j'étais pas très sérieux, donc je me suis fait virer. Et ensuite j'ai fait une autre école à Paris, le ESJ de Paris, l'école dans laquelle on a donné des cours quelques décennies plus tard, c'était assez drôle. Et les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Au bout d'un an, je me suis fait virer. Donc voilà, je ne suis pas diplômé d'école, je ne suis pas diplômé du tout en fait. Et là, mes parents m'ont dit que ça suffisait et que si je voulais bosser, il fallait que je me démerde.
Donc c'est ce que j'ai fait un peu comme Gérard, c'est que j'ai envoyé des CV à la terre entière, à tous les médias possibles et imaginables, et en étant prêt à tout faire pour essayer d'y arriver, parce que je croyais quand même que c'était une profession qui pouvait m'intéresser. Je pense que c'était une époque où c'était plus facile de... C'est même pas qu'il y avait forcément plus de travail, c'est surtout qu'on recrutait plus aisément des jeunes qui venaient de nulle part, qui n'avaient pas forcément de grand diplôme, qui n'avaient pas de référence particulière, etc. C'était un peu plus à la bonne franquette. Et donc, j'ai fait quelques jobs dans des petites radios, voilà, j'ai fait aussi du travail un peu alimentaire. Je me rappelle avoir rédigé une plaquette de présentation de la Guyane, pour la préfecture de la Guyane. J'avais été en Guyane, c'était l'avantage, mais c'était pas du grand journalisme, on va dire. Mais enfin, bon, voilà, c'est un travail de synthèse. Et puis en 89, donc, au moment où Gérard, donc, lui qui était déjà au Parisien, que je ne connaissais pas, au moment où il avait son premier CDD, moi j'ai été recruté par le Parisien juste sur un coup de chance, vraiment un coup de chance, c'est-à-dire que j'avais un ami que j'avais rencontré à l'IUT de Tours, qui lui avait donc été diplômé, et qui lui avait obtenu à l'issue de son diplôme un stage au Parisien, qu'il avait ensuite recruté, donc tout allait bien pour lui. C'est un journaliste le journal du dimanche aujourd'hui, qui s'appelle Stéphane Joigny, qui est toujours un ami. Sauf que Stéphane a été rattrapé par le service militaire, qui à l'époque s'imposait, Gérard en parlait, s'imposait à tous les garçons à partir d'un certain âge, autour de 20 ans. Et donc il devait quitter son poste pendant 1 an. Et il a pensé à moi, sachant que moi, évidemment, avec mon caractère, je m'étais fait réformer du service, donc comme ça j'étais... Et il m'a présenté à son chef de service, et qui m'a dit, bon bah ok, je te mets à l'essai une semaine, je te fais pas de contrat, est-ce que tu as une voiture? J'ai dit oui, je n'en avais pas, mais je me suis dit, je prendrai celle de mes parents, c'est ce que j'ai fait. Et je devais partir sur le terrain, en banlieue, faire des petits sujets locaux, etc. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça, il n'y a même pas d'assurance, rien du tout. Et donc, je me suis lancé là-dedans, et là, ça a été une sorte de révélation, c'est que j'ai trouvé que c'était pas très dur, je me sentais à l'aise, enfin, j'aimais bien, écrire, c'était plutôt quelque chose qui me plaisait assez bien. Et voilà, et c'est parti comme ça, après on a un CDD, on a un autre CDD, puis après on est titularisé. Donc c'est là que j'ai rencontré Gérard, qu'on a commencé à travailler un peu ensemble sur certains sujets, mais on n'était pas toujours dans les mêmes rubriques. Hein. Et ensuite, là où Gérard était plus quand même fait divers et un peu politique étrangère, moi très vite j'étais, pas OCD, mais très intéressé par l'enquête et l'investigation. Donc au Parisien, je me suis mis dans ils ont créé un cellule d'investigation, et j'en ai fait partie. Et puis ensuite, j'ai été débauché par un journal qui a disparu depuis, qui s'appelait François, mais qui à l'époque était un gros journal qui était concurrent du Parisien. J'y suis resté 1 an pour faire de l'investigation aussi. Et ensuite, j'ai été débauché par l'Express pour faire de l'investigation également. Et après, j'ai été débauché par Le Monde pour faire de l'investigation. Voilà. Donc ça fait qu'en 2000, pour résumer, je suis arrivé au Monde, j'ai fait de l'investigation. Gérard est arrivé au Monde 2 ans après, ou 1 an après, pour faire lui plutôt du sport, et après, comme il sortait des infos, on s'est réunis et on a fait de l'enquête tous les deux au Monde. Donc ça, c'était à partir du début des années 2000. Alors on s'est séparés à un moment, un peu de ma faute. Tout à l'heure, Gérard a dit qu'à un moment, il avait été placé au placard, où il s'était mis lui-même au placard en quelque sorte. C'est parce qu'au Monde, au milieu des années 2000, Edoui Plenel, le patron de la rédaction, qui était un peu la référence en termes d'investigation, a été viré. Et on a mis à la place une nouvelle équipe de gens qui voulaient faire un journalisme de validation. Il y a un terme absolument horrible. C'est-à-dire, en gros, ne sortez pas d'infos parce que ça nous fait des ennuis. Attendons les infos des autres, on vérifiera si elles sont vraies. Autant dire qu'on ne se reconnaissait pas, Gérard et moi, dans ces infos-là, puisque nous, notre vocation, c'est d'être les premiers à sortir les informations. Donc Gérard s'est mis en retrait, et moi j'ai profité d'une offre de l'équipe magazine pour partir à l'équipe magazine pour faire évidemment de l'enquête dans le domaine du sport, ce que j'ai fait donc de 2006 à début 2008. Et début 2008, Edoui Plenel, qui avait donc été notre chef au Monde, a lancé un média que vous connaissez maintenant qui s'appelait Mediapart. Il m'a proposé de faire partie de l'équipe de départ. J'ai trouvé ça risqué et intéressant, donc j'y étais. Et là, j'y suis resté 3 ans, jusqu'en 2011. Et donc, je me suis bien éclaté, il y avait des choses formidables, des choses qui étaient moins bien. Si ça vous intéresse, on en parlera. En tout cas, un prisme, on va dire, assez militant qui me plaisait pas totalement, mais une grande liberté qui me plaisait beaucoup. Et puis on s'est aperçu avec Gérard qu'à cette époque-là, lui refaisait de l'investigation au Monde parce que de nouveau, c'était permis, et donc on était concurrents. Et donc, comme entre-temps, on était quand même devenus les meilleurs amis du monde, être concurrent avec son meilleur pote, c'est pas une bonne chose, quoi. Donc tout ça a fait que j'ai profité d'une possibilité pour revenir au journal, pour revenir au Monde, donc en 2011. Et depuis, voilà, depuis on y est, on y reste et on ne veut pas changer. Donc on fait des grandes enquêtes, de plus en plus longues d'ailleurs,
qui débouchent souvent sur des livres, notamment des enquêtes dans le domaine politique. Et on fait d'autres choses, parce que c'est l'avantage de ce métier. Au bout d'un moment, quand vous avez un peu d'expérience, de connaissances, de réseau, à partir du journalisme, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, actuellement, par exemple, on va sortir une bande dessinée, dont on a fait le scénario, pas les dessins, je vous rassure. On va sortir au mois de mars. Au mois de mars également, il y a une pièce de théâtre, normalement, qui va être jouée, inspirée de nos livres. On a participé au scénario d'un film de fiction qui va sortir également au mois de mars. Alors c'est une coïncidence absolue. Et on a des projets de séries télévisées, etc. Toujours inspirés de notre métier. Hein. Ça ne vient pas de nulle part, mais on va dire que c'est un métier qui permet de s'ouvrir sur plein de domaines. Et c'est ce qui le rend passionnant. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous faites au quotidien, qui normalement la matière journalistique est intéressante, mais il y a aussi le fait que, en partant du journalisme, vous pouvez faire d'autres choses, vous découvrez d'autres univers et vous pouvez vous lancer dans d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'on croit, qu'on aime ce métier et qu'on le défend devant vous. Ouais, aujourd'hui, donc on est tous les deux toujours grands reporters au monde. Grand reporter, c'est dans un service en fait, qui est le service des grands reporters, dans lequel vous trouvez des gens comme Florence Aubenas, tout à l'heure, Raphaël Paquet et d'autres. Et en fait, c'est un service où il y a des gens qui ont en général un peu plus de 50 ans et qui ont prouvé un petit peu ce qu'ils savaient faire, et ils ont une certaine liberté. Donc c'est cette liberté que le monde nous accorde. C'est un luxe, un privilège, et on le sait, et on en est vraiment très heureux. C'est pas possible dans tous les journaux, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de journaux, beaucoup de médias où on doit travailler tout de suite, très vite, et rendre beaucoup d'articles, de copies, de vidéos, de podcasts et autres. Au monde, on vous permet d'avoir cette possibilité d'avoir du temps, ce qui est un luxe dans ce métier, hein, avoir du temps. Donc ça, on en est vraiment ravis. Donc on sait ce qu'on doit à ce journal, mais surtout ce qu'on a découvert au fil du temps, parce que ce n'était pas forcément une évidence, c'est que ce métier, c'est pas uniquement ramener des informations ou aller sur le terrain pour filmer quelque chose. On peut aussi prendre plein de chemins de traverse et s'éclater dans d'autres domaines. En fait, le journalisme, il a éclaté au fur et à mesure. Nous, quand on a commencé le métier, évidemment, il n'y avait pas de podcast, hein, on ne savait pas ce que c'était, ça n'existait pas. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ce métier vous permet, en fait, selon ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire, ou votre compétence personnelle, ça vous permet de vous éclater dans plein de domaines différents. Et aujourd'hui, plus qu'avant, c'est pour ça que quand on va dans les écoles de journalisme, souvent on nous dit ah mais ce métier il est fermé, on m'a dit de ne pas le faire parce que c'est mort, si on ne fait pas les bourses, on est mort, on n'aura pas de boulot, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un métier qui vous permet, qui vous donne la possibilité, si vous donnez vous-même cette possibilité-là, hein, ça vous donne la possibilité de vous éclater dans plein de domaines différents. Si vous avez par exemple envie avoir une passion pour l'équitation, par exemple, eh bien, vous pouvez aussi parfaitement cumuler cette passion pour l'équitation avec le journalisme, et dans plein de domaines, quels qu'ils soient. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que c'est sincèrement, et je vous dis pas ça parce que ce serait simple de le dire, c'est que ce métier, il est vraiment génial, quoi, et qu'il y a plein d'opportunités pour s'éclater dedans. Voilà. Si vous voulez faire de la vidéo, par exemple, si vous êtes plutôt dans l'image, les boîtes de prod, elles ne demandent que ça. Alors évidemment, au début, vous allez galérer. Aux boîtes de prod, vous ne serez pas là forcément pour faire le prochain documentaire diffusé sur 35 à 20h50. Hein, c'est une certitude. Mais ce sera à vous de faire votre chemin. Et ce métier vous le permet. Fabrice et moi, on est partis de rien. Alors on va vous dire, ok, c'était il y a 35 ans, mais c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a commencé que vraiment, Fabrice, il avait un bureau l'un à côté de l'autre, il recopiait le bulletin municipal de Clamart, si on se souvient bien, pour faire des brèves. Et moi, je recopiais celui de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Enfin, on a commencé comme ça, et après, on a progressé comme ça, et ça a pris du temps. Ce métier, c'est une rencontre entre votre attitude et des rencontres que vous ferez qui vous aideront à progresser et aller vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Donc aujourd'hui, c'est pas un hasard si Fabrice parlait de ce qu'on faisait à côté. Pour nous, c'est toujours du journalisme. Être ici, c'est le journalisme, c'est transmettre ce métier. Mais faire une BD, c'est du journalisme aussi, parce que dans cette BD, on raconte ce qu'est le métier d'enquêter. Alors là, on revient au thème de la conférence. L'enquête, c'est exactement ce qui nous définit, nous, aujourd'hui. Moi, j'ai mis un peu de temps à y arriver. Fabrice, il a toujours eu ça depuis le début. L'enquête, vos profs vous l'ont sûrement évidemment appris. Mais l'enquête, c'est aller chercher quelque chose qu'on ne vous donne pas, qui n'est pas apparent tout de suite. Le reportage, c'est raconter ce que vous voyez. L'enquête, c'est aller chercher. Quelque part, ça nous a beaucoup excité, beaucoup amusé. Aller chercher quelque chose qu'on ne nous donne pas, il y a un côté jeu, essayer d'obtenir quelque chose. C'est intéressant. C'est comme ça qu'aujourd'hui,
on fait des livres, on fait beaucoup de livres. On a commencé notre premier livre en commun il y a 10 ans sur Sarkozy. Et c'est devenu un best-seller sans même qu'on y pense. On ne savait pas forcément que ça aurait du succès. Ça a eu du succès. Ça a débouché sur un président, on ne devrait pas dire ça, le bouquin qu'on a fait sur Hollande. On ne pensait pas non plus que ça aurait du succès. Ça a été un carton absolu et ça a eu des conséquences politiques importantes. Et même le dernier qu'on vient de faire, on est là pour ça, mais pas que pour ça. C'est un livre sur Macron qui s'appelle Le traître et le néant. Et c'est aussi un gros carton. Et donc, en librairie. Et en fait, pourquoi ça marche, et ça c'est quelque chose qu'on a découvert avec le temps aussi, c'est parce qu'on a une démarche d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de raconter ce qu'on voit dans ces livres, on va voir des gens, beaucoup de gens. Pour le dernier, on a vu plus de 110 personnes, des témoins, donc ça rejoint ce que vous apprenez ici constamment, aller voir des gens. Et ce qu'on vous apprend aussi, j'imagine ici, c'est d'obtenir quelque chose de ces gens. Donc l'enquête, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aller voir quelqu'un, c'est le b.a.-ba, c'est le préalable. C'est pas très compliqué d'avoir le 06 et d'aller voir quelqu'un. Surtout quand vous arrivez de la part du monde et tout, on vous ouvre un peu les portes en général. C'est plus dur quand on est étudiant, je suis d'accord. Mais il n'empêche, quand vous avez accès à quelqu'un, l'objectif c'est d'obtenir quelque chose de ce quelqu'un. Parce que c'est tellement simple en fait d'aller voir quelqu'un quand on est journaliste, c'est le b.a.-ba, mais obtenir quelque chose, c'est un pas supplémentaire. Et nous, c'est ce qui fait que nos livres, je crois, ont un peu de succès, Fabrice, c'est parce que on voit les gens, mais on leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de dire. Ils le pensent, mais ils n'ont pas forcément envie de le dire. Nous, on essaye de l'obtenir chez eux et on passe le temps qu'il faut pour ça. On y va toujours à deux, on vous racontera comment on fait si vous voulez, nos techniques d'interview. Mais on ne part pas sans avoir eu ce qu'on voulait, quoi. Donc on est un peu chiant, quoi. Et ensuite, deuxième chose, et on vous en parlera aussi longuement, c'est que on sait qu'on écrit pour des gens qui vont nous lire. Alors, tout le monde ne s'intéresse pas à la politique, c'est bien basique, c'est normal. Mais dans nos livres, on essaye toujours de faire en sorte que même les gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique prennent du plaisir à la lecture. Alors ça passe par l'écriture, ça on vous l'apprend, puis tout le monde n'est pas forcément doué pour ça, mais on essaye d'avoir toujours un leitmotiv, un principe de base, c'est que les gens qui parlent dans nos livres, ils parlent à visage découvert. Il n'y a jamais de off. Vous savez, le off, c'est ces guillemets, dit-on dans l'entourage d'eux, explique-t-on, nous, si Benoît Payan il nous parle, c'est Benoît Payan qui nous parle. Ce ne sera pas dans l'entourage du maire de Marseille, non, ce sera Benoît Payan. C'est lui qui assume son propos et on le restitue tel quel. Et on l'enregistre systématiquement. Donc ça, c'est des méthodes en fait qu'on n'avait pas forcément au début. Et ça t'a coûté cher hein, sur 2 ou 3 histoires et d'autres. Hein, c'était un peu compliqué parfois au début parce qu'on ne respectait pas systématiquement ça. Mais tout ça, on l'a appris au fil du temps. Donc le métier, c'est aussi ça, c'est qu'on progresse constamment. Aujourd'hui, le livre qu'on a fait sur Macron, on n'aurait pas su le faire sous cette forme-là, il y a 10 ans, je pense, on n'aurait pas réussi. Donc on apprend constamment. Voilà. Et donc c'est aussi ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'on apprend constamment. Voilà, je te laisse la parole. Oui, moi je voulais juste préciser une chose sur le... Parce que ça va vous parler sur les débuts. Quand vous commencez, en général, on explique, et à juste titre, qu'il ne faut pas faire trop les difficiles. C'est-à-dire qu'on prend le stage dans tel journal, même si c'est un petit journal local qui n'est pas très connu. On va dans une radio dont on dit ouais, son positionnement, c'est pas exactement le mien, etc. Mais en fait, il faut mettre le pied dans la porte, il faut être dans un média et après se faire remarquer. Donc il ne faut pas se pincer le nez. Il faut être prêt effectivement à faire ce qu'on appelle des chiens écrasés, ce qu'on a fait. Hein. On commence souvent par le petit. Et alors, a fortiori, si jamais certains d'entre vous sont intéressés par l'enquête ou l'investigation, c'est en plus un domaine qui demande en général beaucoup d'expérience. C'est très compliqué de commencer directement par l'investigation, parce que c'est un savoir-faire particulier, parce que c'est dangereux, alors pas forcément que vous allez prendre une balle dans la peau, mais dangereux dans le sens où les gens peuvent vous attaquer en diffamation, etc. Donc il faut savoir manier ça. Et enfin, ça repose souvent sur des contacts qu'on a en amont. Alors, quand on arrive dans le métier, on n'a pas encore les contacts. Donc par définition, ça fait que ça prend un petit peu de temps. Mais pour autant, je pense que c'est vraiment le en même temps macronien, hein, c'est que tout ce que je dis, je le maintiens, mais si, dès le départ, quand vous vous lancez dans cette profession, il y a une rubrique, un secteur qui vous passionne, même presque exclusivement, vous dites, moi, ça c'est mon truc, moi c'est le sport, moi c'est la musique, moi c'est la politique, moi c'est tout ce qu'on veut. Ne mettez pas de côté pour autant. C'est-à-dire que acceptez de prendre ce qu'on va vous offrir, parce que de toute façon tout est intéressant au début. Vous allez faire vos armes sur n'importe quel type de sujet, mais n'oubliez jamais ce qui vous a motivé au départ. Sachant que ça peut évoluer hein, dans le temps. Moi, quand j'ai commencé le métier, j'étais tellement passionné par le football que je pensais que je ne ferais que
que du journalisme sportif et même du journalisme footballistique, entre guillemets. Parce qu'il y avait que ça dans ma vie, il y avait que ça qui m'intéressait. Bon, et après j'ai un peu grandi, la politique m'a intéressé de plus en plus, le sport m'intéressait mais à titre personnel, et je me suis dit non, en fait, journaliste sportif, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc on peut évoluer. Mais en revanche, l'enquête qui m'est venue assez rapidement, je me souviens très bien, hein, on en parlait quand j'étais au Parisien, que j'avais envie de faire l'investigation, etc. J'avais aucun contact, j'avais rien. C'est intéressant ce qu'il dit, mine de rien. Parfois c'est intéressant. C'est que, non, mais il ne le sait pas lui-même, mais il est né enquêteur, ce garçon. C'est-à-dire que c'est une tournure d'esprit. C'est vachement intéressant ce que tu disais sur le fait que n'abandonnez pas ce que vous aimez. Si vous aimez la télé-réalité, bah, vous pouvez parfaitement faire du journalisme dans la télé-réalité. C'est pas impossible, c'est pas interdit. Il n'y a pas de saut au métier, il n'y a pas de mauvais choix. Fabrice, au tout début, il me souvient d'une enquête, rappelle-toi, l'enquête sur les... Il y avait un phénomène absolument fascinant qui était qu'il y avait des gens qui enlevaient des nains de jardin. Tu te rappelles? Voilà, vous avez ce que c'est les nains de jardin, les trucs absolument horribles. Bon, chaque grand-mère en a forcément sur sa pelouse, quoi. Hein. Mais bon, ma mère à moi en avait 5, je sais très bien, il y en a un qui s'appelle Lisa d'ailleurs. Je balance. Mais en l'occurrence, il y avait un mouvement qui volait les nains de jardin. Et qui les libérait, exactement, Pauline. Et ben Fabrice a mené l'enquête là-dessus. FLNJ, pour libération du nain de jardin. Et tu as identifié le leader, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter juste l'histoire marrante, qui était marrante, et ben, il a été chercher, le leader, etc. Qui c'était, tu l'as rencontré. C'était un nain lui aussi. Non, il n'était pas nain. Mais non, et cette tournure d'esprit-là, en fait, il l'avait depuis le début. C'est-à-dire que lui, il supportait pas de s'arrêter juste à ce qu'il voyait, il voulait aller chercher les choses. Et ça, tu l'as jamais perdu de vue, en fait. Jamais. Et au début, parfois, entre vos rêves, ou en tout cas vos préférences et ce qu'on vous propose, il y a souvent un écart énorme. Et c'est là qu'il ne faut pas se décourager. Il faut mettre ça, j'allais dire, dans un coin de sa tête. Se dire éventuellement, c'est pas grave, j'engrange pour la suite. Ou alors même, je fais un truc qui n'a rien à voir pour l'instant, mais je sais que je ne vais pas oublier mon truc. Ou encore, je vais profiter du poste qui est le mien actuellement, qui pourtant semble assez éloigné de ce que je veux faire, mais je vais trouver une façon de faire. Je peux encore vous donner un exemple. Quand j'étais dans les éditions locales du Parisien, comme Gérard. Donc lui était plutôt à l'édition Val-de-Marne, moi j'étais plutôt à l'édition Paris. Et un peu le Graal, et quand vous étiez un journaliste des éditions locales, c'est que vous soyez repéré par la nationale et que vous montiez. Alors là, ça voulait dire, c'est bien, je suis reconnu, j'ai travaillé sur les grands sujets. Donc ça nous est arrivé l'un après l'autre, Gérard d'abord et moi ensuite. Et donc c'est là que Gérard a tout monté au service des faits divers, très bien, il était dans son univers, il nous faisait très bien dans le Val-de-Marne, il nous faisait encore mieux en national. Moi, je m'occupais de Paris, je m'occupais beaucoup d'informations sur la mairie de Paris. À l'époque, c'était Chirac, il y avait déjà pas mal de magouilles, et moi, ça m'amusait beaucoup. Et en fait, moi, déjà, là, je voulais faire l'investigation, en fait. Et sauf qu'il n'y avait pas vraiment de poste pour ça encore, ou du moins était-il occupé par un type qui était en plus pas très sympa, mais par ailleurs qui était plutôt bon. Il était antipathique et bon, donc il y avait peu d'espace. Et sauf c'est ce que je voulais. Et ils m'ont proposé un autre poste, ils m'ont dit, écoute, tu ne peux pas faire ça, c'est déjà pris, on te propose le poste de rubricard police, t'occuper de la police, donc c'est un peu fait divers quand même, hein, c'est tout venant, dès qu'il y a un attentat terroriste, il faut être correspondant auprès du ministère de l'Intérieur. Bon, honnêtement, ça ne me passionnait pas. Mais pourquoi j'ai accepté? D'abord parce que je montais d'un niveau quand même. Je me suis dit, oui, mais en national, on ne refuse pas d'aller en national, c'est pas possible. Deuxièmement, je me suis dit, je vais profiter de ce poste, quitte à faire des papiers qui ne m'intéresseront pas beaucoup, je vais en profiter pour me faire des contacts dans la police, et qui dit police dit aussi justice, donc dans la magistrature, contacts, toujours dans l'idée de ce que je voulais faire après, pourront me servir quand j'arriverai enfin à atteindre mon but. Ce qui s'est produit. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Si vous êtes vraiment motivé par un secteur, par quelque chose de spécifique, ne vous découragez pas si au début on ne vous le donne pas. C'est même plutôt logique qu'on ne vous le donne pas. Et mettez à profit tout ce que vous allez apprendre dans un secteur qui apparemment n'a rien à voir avec celui que vous aspirez à creuser, parce que ça vous servira. Et enfin, dernier point, c'est que, c'est un peu un cliché de le dire, mais on l'a vécu, le journalisme de terrain, basique, même local, de trouver la petite info, pourquoi, qui a pu agresser la boulangère, etc. Il ne faut surtout pas mépriser ça, on apprend les bases, Alors certes, le sujet en lui-même n'est pas passionnant, évidemment, qui a volé la recette de la boulangère, du coin, etc. C'est pas passionnant, on est d'accord. Mais sauf que c'est la démarche qui va être la vôtre.
comment je vais trouver des témoins qui vont pouvoir me raconter ce qui s'est passé? Est-ce que je vais obtenir que le commissaire de police chargé d'enquête accepte de me parler alors qu'on ne sait pas s'il a le droit de parler, etc. etc. C'est vraiment sur le terrain qu'on se rend compte de ça. Et on apprend de ses erreurs. Moi, le premier stage que j'ai fait à la Voie du Nord, donc en 86, je me rappelle très bien, il y avait une petite fille qui avait disparu dans une fête foraine à Liévin, donc dans le Nord. Et cette petite fille avait disparu, et j'ai raconté, j'ai appelé les pompiers, enfin la tournée des faits divers, j'ai appelé les pompiers qui m'ont dit qu'elle a disparu, j'ai écrit l'article, une petite fille a disparu, mais j'ai pas été plus loin, c'est-à-dire que je suis pas allé sur le terrain, je ne suis pas retourné à la fête foraine. Alors j'avais 3 articles à faire par jour, ok, mais il n'empêche, aujourd'hui, si ça m'arrivait, je sais ce que je devrais faire. Aller à la fête foraine, voir là où c'était passé, retourner sur les lieux, aller voir les parents. Tout ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé aller voir les parents parce que j'avais 20 ans, j'étais jeune et je me disais, je vais déranger les parents qui ont perdu leur petite fille, etc. Mais sauf que, en fait, après, j'ai compris que c'était ce métier-là, ces actes-là, il fallait les faire. Quand on veut faire du fait divers, c'est le genre de choses qu'on doit faire. Voilà, on n'a pas tellement le choix. Et en fait, on s'aperçoit qu'on perd assez vite une sorte de timidité ou de pudeur. On a un boulot à faire, et ce boulot, eh ben, on s'aperçoit qu'on est à la hauteur pour le faire. Donc même parmi vous, tous ceux ou celles qui se posent des questions sur leur capacité à faire ce métier, il y aura toujours un endroit dans ce métier qui vous conviendra, toujours. On n'a pas obligé de présenter le 20h, on n'est pas obligé d'être Hugo Clément, on n'est pas obligé d'être... On peut aussi relire de la copie à la Provence dans un bureau local, et on est très heureux comme ça. Ce métier vous permet plein de choses. Donc je sais que chez vous, souvent, dans votre génération, vous êtes en recherche de sens, beaucoup plus que nous, je crois, à notre époque. Moi, j'avais surtout envie de gagner de l'argent, de partir de chez moi et de m'éclater dans un métier qui m'intéressait, où on pouvait tutoyer son chef et s'habiller n'importe comment, en gros, je caricature. Mais quand j'ai découvert ça, vraiment, c'était bien pour moi. Mais vous êtes une génération qui cherche, qui est en quête de sens, et qui aussi se pose beaucoup de questions sur est-ce que ça a un intérêt, ce que je fais, est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Donc moi je trouve ça hyper fort, hyper bien, mais il ne faut pas que ça vous fasse part de vue ce que disait Fabrice à l'instant, c'est qu'il y a une progression dans ce métier, et que effectivement au début on doit galérer, on doit en prendre forcément un peu plein la gueule, on doit se dire est-ce que ça sert à quelque chose, et on doit persévérer, ne pas s'arrêter juste en se disant finalement ça ne m'apporte rien. Parce qu'on trouve à un moment donné le truc qui vous plaît, et là c'est l'explosion de joie, quoi. On s'éclate vraiment dans ce métier. Si on doit vous transmettre un truc, c'est bien ça, je trouve, moi, vraiment. C'est ce qu'on essaie de faire quand on donne des cours, et d'expliquer à tous nos jeunes étudiants qu'il y a toujours un endroit où vous arriverez à aimer ce métier, sachant que ce métier, il est multiple aujourd'hui. Il y a le journalisme de solution, le journalisme militant, le journalisme associatif, le journalisme collaboratif. Il y a des milliers de journalistes qui se sont épanouis et dans lesquels on peut prendre du plaisir, vraiment. Nous, aujourd'hui, on en défend un en particulier, qui est plutôt le journalisme d'enquête factuelle, à l'anglo-saxonne. Si vous êtes un petit peu renseigné sur nous, vous verrez que nous, on a passé notre carrière à sortir des informations qui ennuient les hommes politiques en général. Hein. Ça a commencé très tôt, et Fabrice avec Chirac, moi avec Mitterrand, et ensuite on a sorti les infos de toute notre vie sur les gens en les mettant en cause, en leur posant des problèmes avec des faits précis, sans jamais s'impliquer personnellement. Voilà, c'était toujours les faits, et puis nous derrière. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on continue à défendre ce journalisme-là, qui était incarné par le type qu'on avait beaucoup vénéré avec Fabrice aux USA évidemment, qui était Bob Woodward, hein, qu'on peut toujours encore vénérer, parce qu'il continue à être en activité à plus de 80 ans. Mais il y a plein de journalistes aujourd'hui qui s'épanouissent, qui sont éclatants, dans lesquels on peut prendre du plaisir aussi, et qui ne sont pas uniquement le nôtre. Voilà, donc nous, on a appris à composer et à comprendre ces autres journalismes-là. Entre autres, je pense que vous aurez peut-être des questions, le journalisme immersif aussi, ça existe. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû entendre parler du livre sur la police, qui est paru l'an dernier, je crois, par un journaliste dans une société d'édition qui produit beaucoup de livres comme ça. Le journalisme d'immersion, c'est quelque chose qui n'est pas exactement notre tasse de thé avec Fabrice, mais j'essaie de lutter contre moi-même et de me dire qu'effectivement, ça a aussi un intérêt. Voilà. Il y avait une question. Ouais. Oui, je voulais savoir du coup, comment vous faites pour travailler tous les deux? Comment vous répartissez les tâches? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Je pense même que c'est plus simple d'être à deux que seul. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, on est amis, on est complices, et surtout on a la même vision des choses. Donc il y a des fois, on n'a pas besoin vraiment de se parler.
On va se regarder et on sait, voilà, on sait, c'est évident. C'est une façon de penser, entre guillemets, et même une façon de concevoir le journalisme qui nous est propre. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs approches. C'est vrai que nous, l'obsession du fait, ça va être, avant de penser au sens, avant de penser aux conséquences, etc., c'est est-ce qu'il y a une info? Est-ce qu'il y a une info? Voilà, ça c'est notre obsession. Et ensuite, c'est assez simple en fait. Lorsqu'on pense que l'un ou l'autre, lorsqu'on pense avoir identifié un sujet intéressant pour nous, bon, on en parle vite fait, en fait, on débriefe, qu'est-ce que tu en penses, tu le sens pas, etc. Si, en général, ça vaut à peu près pour tout. S'il y en a un qui ne sent pas le truc, c'est compliqué de continuer parce que c'est compliqué d'y aller de cette manière-là. En général, on est quand même, il n'y a pas de hasard, quoi. S'il y en a un qui a une idée, l'autre la trouve en général assez bonne. Pas pour lui faire plaisir, c'est juste parce qu'on pense de la même manière. Et ensuite, on discute un peu comment on aborde ce sujet et en gros, par quel bout on va le prendre. C'est toujours la question. Quel va être notre angle d'attaque par rapport à ce sujet? Et très vite vient la question, et ça pour nous, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on a l'habitude, de vers qui on se tourne, qui on appelle, quelles sont les sources. Voilà. Et on se répartit. Quand on en a qui sont déjà dans notre portefeuille, entre guillemets, en disant « Ah bah tiens, tu vois, tel avocat, il pourrait nous aider, etc., qu'on connaît, etc. » Et puis il y a des fois, ça nous arrive, on se met sur une affaire ou un domaine tout à fait nouveau, et on part de rien. Et là, dans ce cas-là, ça va être un travail plus long, plus compliqué, mais plus intéressant, qui fait qu'on va se documenter, en fait, basiquement, même en ce qu'on appelle en source ouverte, hein, en allant sur Internet, pendant des coupures de journaux, etc. On va s'immerger dans un sujet, et une fois qu'on sera immergés tous les deux, on va se dire, bon ben voilà, maintenant on a des pistes. On a fait ça sur les, sur les masques, si tu veux raconter un peu. Ouais. Sur l'histoire des masques, au tout début du Covid, on ne savait pas trop comment travailler, nous, on était chez nous, hein, on était confinés comme tout le monde, et on voulait aider le journal, participer un peu à l'effort de guerre du journal, et on ne savait pas trop quoi faire en fait, parce qu'on ne connaissait rien dans le domaine de la santé. Et en fait, on s'est dit un jour, et si on travaillait sur les problèmes des masques, puisque Mediapart avait sorti une enquête disant qu'il y avait un problème de masques, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut, et là c'est une démarche qui peut vous intéresser d'ailleurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus, parce que l'idée c'est toujours de faire quelque chose de plus, trouver un angle différent, un angle qui n'a pas été fait. Donc on en a parlé avec Fabrice était moyennement excité par tout ça au début, moi je n'étais pas non plus totalement à fond, quoi, hein. Mais on s'est dit pourquoi pas, on va regarder. Et en fait on a fait la démarche absolument classique que je vous recommande pour toute enquête, c'est d'abord de regarder ce qui a été produit sur le sujet. Donc on a fait une revue de presse exhaustive. Ensuite de trouver un angle qui n'avait pas été traité. Donc l'angle qui n'avait pas été traité, c'est pas le fait qu'il n'y ait plus de masque, c'est pourquoi il n'y a plus de masque. C'est pas du tout la même chose. Qu'il n'y ait plus de masque, on le savait déjà, Mediapart l'avait raconté. Mais pourquoi il n'y a plus de masque en France au début de 2020, ça personne ne l'avait raconté. On a trouvé cet angle-là, on a regardé ce qui avait été fait, il n'y a pas grand-chose, et là on s'est mis en quête de sources, des sources, donc qui peut nous parler, qui est intéressant. Donc on dresse une liste complète d'une quarantaine de noms, de gens qu'on voulait rencontrer par visio, hein, beaucoup quand même. Et puis on s'est réparti la tâche, c'est-à-dire qu'on s'est réparti 20 noms pour lui, 20 noms pour moi, et on pose des questions, et des questions basiques, 1h30 d'entretien à chaque fois. Et on retranscrit à chaque fois l'interview, donc c'est ce qui est le plus chiant quand même, c'est retranscrire l'interview. Mais, et puis après, on voit le matériel qu'on a sous la main entre les documents qu'on avait obtenus grâce à ces gens qu'on avait été voir quand même. On avait obtenu des documents secrets, donc toujours obtenir un truc en plus hein, quand on va voir quelqu'un. Et ces documents secrets, plus nos interviews, plus l'angle qu'on voulait faire, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce que tu en penses et tout, on s'est réparti la tâche pour répondre à ta question. Il y avait 5 doubles pages à faire, tu en as fait 3, j'en ai fait 2 je crois, peu de choses près, et chacun en fonction de l'intérêt qu'on y trouvait, du sens qu'on pouvait y donner. Puis après on se repasse la matière, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a écrit, il m'envoie, je relis, je change, je le renvoie, donc il y a deux principes de relecture systématique. Et donc c'est comme ça qu'on a procédé, et on a envoyé 5 doubles pages au Monde, on les a publiées, et en fait ça a eu un effet important, ça a beaucoup énervé Matignon et Macron, mais c'est pas grave, c'était surtout que ça a fait bouger les choses, je crois. Il y avait une question? Ouais. Justement, là, pour votre livre sur Macron, vous avez fait la même chose, c'est-à-dire que vous avez réparti les noms ou les interviews, vous les faites à deux? Alors, on se répartit dans ce cas-là, techniquement, on va dire, on se répartit les noms, ne serait-ce que pour contacter les gens, parce que voilà, ça fait ici 110 personnes à contacter, il n'y en a pas un qui va le faire et l'autre qui ne va rien faire. Donc on dit, de manière aléatoire,
toi tu prends ces gens-là, moi je prends ces gens-là. Et déjà ça c'est du boulot, dans un premier temps il a fallu identifier les personnes qui pourraient être intéressantes. Dans un second temps, bon, on s'est répartis, ça va assez vite, mais dans un troisième temps, après il faut trouver les contacts de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans notre carnet d'adresse, mais il y a des gens dont on n'a jamais entendu parler. Un conseiller diplomatique de Macron qui est passé par l'Élysée à un moment, qui dit ah bah tiens lui ça serait bien de le trouver, sauf qu'on ne sait pas où il est parti, etc. Donc ça c'est un gros boulot d'essayer de trouver des points de chute pour les gens. On a globalement réussi à avoir des contacts pour tout le monde. Et ensuite, effectivement, chacun lance ses filets. Et quand on obtient, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on obtient des rendez-vous, la plupart du temps, on y va à deux. Après, c'est arrivé des jours où il y avait deux rendez-vous qui se télescopaient. Donc il y en a un qui fait l'un, l'autre qui fait l'autre. Il peut arriver parfois qu'on sait que Gérard, parce qu'il le connaît déjà, il a un meilleur contact avec telle personne. Donc moi, c'est l'inverse, je sens telle personne. Et on se dit, bah, c'est pas grave, là, on va pas le faire à deux. Il peut y avoir une indisponibilité quelconque, etc. Mais en tout cas sur les entretiens importants, par exemple, là on va vraiment essayer d'être à deux. Si c'est un ministre ou un entretien assez chaud avec une source qu'il faut parler, etc., la règle c'est d'essayer le plus souvent deux, le plus souvent. Et c'est un truc, je rebondis là-dessus, mais c'est intéressant sur ces entretiens, c'est que je me rappelle d'un précisément où on a été tous les deux, et il y a eu une espèce d'animosité entre lui et moi. Tu vois qui je veux dire? Ouais. Parce que je posais des questions, enfin c'était au départ plutôt un contact de Fabrice, et moi j'étais là un peu en plus, et je posais des questions qui l'ont agacé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et j'ai bien senti que je le brusquais et je le gênais, et du coup il se refermait. Et je pense que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, quoi. Et même de ne pas venir carrément, je pense que ça aurait été peut-être plus efficace. Non mais c'est vrai, d'où l'intérêt aussi de se connaître bien, et d'être à deux aussi, parfois ça a un effet inverse, c'est-à-dire que j'aurais pu relancer l'interview, mais là j'ai bien vu que je l'ai bloqué un peu l'interview. Donc c'est utile d'être deux, c'est même indispensable. Parfois, il faut juste savoir qu'à un moment donné, quand tu sens que ça se passe pas très bien, prendre du recul. Je ne l'ai pas assez pris à ce moment-là. Ouais. Mais alors d'expérience vraiment, c'est arrivé beaucoup plus souvent qu'on se dise bah, c'était vraiment bien qu'on soit deux plutôt que l'inverse. Alors ça peut arriver parfois effectivement, finalement voilà, mais la plupart du temps honnêtement c'est une vraie plus-value. On la mesure même pas, mais c'est incroyable. Mais il y a un truc tout bête, hein. Si vous êtes, surtout quand vous êtes face à des personnalités qui ont un peu l'habitude. Si vous êtes par rapport, je ne sais pas, on a vu par exemple des professeurs de médecine ou des épidémiologistes au début de la crise du Covid qui n'avaient pas encore beaucoup l'habitude de parler à la télé. C'est des gens, c'est pas qu'ils sont vulnérables, mais ils parlent assez simplement, il n'y a pas trop d'arrière-pensée, puis ils ne défendent pas quelque chose, donc c'est assez simple. Vous tombez sur un ministre en exercice ou pas, c'est un politicien ou une politicienne rompue aux journalistes, qui a un agenda, qui a un intérêt, qui se méfie de moi, qui se méfie de Gérard, bref, qui est complètement sur la défensive et qui va vous servir sans doute de la langue de bois, et ben, vous avez plus de chances d'y arriver si vous êtes deux. Parce que ce sont des personnes expérimentées. Je sais que moi ça m'est arrivé même en étant donc, avec Gérard, et c'est moi qui pose une question et c'est moi qui relance, et je vois que la personne qui est assez douée me balance dans le fossé en faisant une réponse circulée, il n'y a rien à voir. Et il y a un moment, je sais, Gérard s'en rend compte, parce que c'est pas la peine de se parler dans ces cas-là. Je suis un peu comme une automobile qui a pour d'essence. En fait, il m'a banané, j'ai plus rien à dire. Sauf que l'intérêt, c'est que Gérard, il a observé tout ça, et lui, il n'arrête pas de se dire pendant ce temps-là, parce que lui, il n'est pas obligé de se concentrer sur la question qu'il a à poser, il est un peu en retraite, et lui, il se dit, mais non, c'est ça la question qu'il faut poser. Et hop, tac. Et donc ça empêche l'autre, j'allais dire, de respirer, entre guillemets, parce qu'il y a toujours deux fronts. Et le temps que Gérard contre-attaque, moi, je réfléchis à me dire, oui, il faut réorienter dans ce sens-là. Voilà. Ça, on l'a vécu quand on a fait notre livre sur François Hollande, donc il était donc à l'époque président de la République. À l'Élysée, les entretiens étaient parfois un peu compassés, un peu attendus, parce qu'il maniait une langue de bois avec beaucoup de talent. Et nous, on était un peu trop timides au début, pas assez agressifs, un peu impressionnés par le lieu, à l'Élysée, etc. Et comme on l'a fait venir chez nous, donc en tant que président, il est venu chez nous. Donc on disait à la famille de partir à ce moment-là. Il restait donc les deux chats de Fabrice ou le mien. Mais qui vaut les deux, parce qu'il est tellement beau. Ouais. C'était l'autre. Il était pas beau. Il était pas beau, il est musclé. Et donc, à ce moment-là, on a sorti le président Hollande de sa capacité à être à un endroit qu'il maîtrisait par cœur. Et à un moment donné, je me rappelle très bien de cette scène, la conversation patinait un tout petit peu, je suis parti, parce que je faisais la cuisine, je suis parti en cuisine
préparer je ne sais plus quel plat. Et Fabrice, à ce moment-là, il avait bien mûri sa question en sachant que j'allais partir. Et il l'a poussé dans ses retranchements pour obtenir des phrases qui étaient vraiment très intéressantes sur le Parti socialiste, mais aussi sur l'immigration, je crois, dans mes souvenirs, etc. Et c'est là qu'on a eu des phrases très très fortes d'un président de l'exercice sur l'immigration et sur l'islam en particulier. Et donc, c'était parce que j'étais parti que lui avait saisi l'occasion, Fabrice, il avait préparé son moment, et on avait été deux, quoi. Donc, moi, pendant 1 heure, je l'avais un peu bousculé sur les questions, il ne répondait pas vraiment, mais de manière plutôt intelligente. Et Fabrice a trouvé le moment pour obtenir quelque chose de lui. Et c'est à ça que ça sert d'être deux. C'est vraiment, je crois, indispensable. Et je précise en plus que vous êtes dans une école ici avec des petits effectifs, donc avec des amitiés qui se créent, des complicités qui se créent, et ça vous le garderez toute votre vie, quoi. Et gardez-les parce que c'est là que vous allez apprendre à travailler à plusieurs, à deux en particulier, avec les gens avec qui vous avez des affinités, et conserver ça le plus possible, quoi, le plus possible. Oui, et je précise, là on a beaucoup parlé à juste titre de l'interview, de l'intérêt d'être deux en interview, j'y crois beaucoup. Mais l'intérêt d'être deux, ça ne se résume pas à l'interview. Et notamment lorsqu'on est dans le domaine de l'enquête. Je le disais tout à l'heure, faire de l'enquête, c'est prendre des risques en fait. Hein, puisqu'on souvent dans l'enquête, on est amené à mettre des gens en cause, on est amené à révéler des choses qui vont peut-être être contestées, etc. Donc on prend des risques journalistiques. Et bien quand vous êtes deux, déjà vous êtes plus sûr de vous. Parce qu'il y a moins de chances de se tromper à deux que seul, tout simplement. Et il y a un phénomène psychologique que depuis des années on a observé, hein, sans l'avoir, j'allais dire, conscientisé au départ, c'est que lorsque vous êtes deux et qu'il y a une discussion qui s'opère sur un sujet, sur un personnage, une personnalité, sur un angle, etc., il y en a toujours un qui va parler le premier, entre guillemets, qui a la première idée, qui a la première excitation sur un sujet, sur un angle à trouver, et qui va donc dire à l'autre, voilà, tu vois, là, il y a un truc super à faire, on fait ça, ta. Et l'autre, mais c'est même pas méchant, c'est involontaire, ne peut pas s'empêcher de le contredire, entre guillemets, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle l'avocat du diable. On ne peut pas s'empêcher, c'est presque automatique. C'est-à-dire que même si en fait, au fond, on se dit, ouais, il a plutôt une bonne idée, mais on se dit, ouais, mais c'est dangereux, donc il faut que je trouve les points faibles de son raisonnement. Et donc, l'autre va te dire, oui, mais tu oublies que ça a déjà été fait par Libération. Ou tu oublies que ça repose sur un personnage clé qui refuse de nous parler. Ou tu oublies que ça, c'est une enquête qui est formidable, mais qui demandera un temps qu'on n'a pas, etc., etc. Et donc, du coup, la personne qui a suggéré la première idée, elle est obligée de répondre, évidemment, et de dire, oui, mais, et puis à la fin, c'est vraiment un débat au sens propre du terme, et à la fin, on fait une sorte de motion de synthèse. On voit, en gros, c'est pas qui a gagné le truc, mais vers où ça penche. Et là, notre règle elle est simple, c'est qu'en gros, si à la fin, il y en a un qui pense que c'est bien et l'autre qui pense qu'il ne le sent pas, nous, pour pas avoir à s'engueuler, en fait, on a un truc tout simple, c'est que c'est celui qui ne le sent pas qui l'emporte. C'est-à-dire qu'en fait, dans le doute, on s'abstient. Ce qui n'exclut pas que parfois on ait eu tort de s'abstenir, parce qu'on sentait bien un sujet, on ne l'a pas fait parce que moi je ne le sentais pas, ou lui ne le sentait pas. Mais ça nous rassure totalement de se dire ça. Comme ça, on n'a jamais à se dire, oui, mais pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi? C'est juste le plus prudent qui l'emporte. Voilà. Et ça, c'est encore une fois, c'est une règle qui fonctionne bien à deux, et on connaît beaucoup de journalistes, mais moi-même, pour avoir parfois fait des choses seul, je sais très bien j'aurais pu éviter, et d'autres journalistes auraient pu éviter d'aller dans le décor et d'être imprudents, notamment si simplement ils avaient été deux. Voilà, ils avaient été deux. Parce que forcément, l'autre aurait dit, attention, t'es sûr que tu t'emballes pas, attention, tu as bien vérifié ça, etc. Et ça met une sorte de pression positive sur le duo, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recommande. Et pour conclure, quand on donne beaucoup de sessions dans des écoles de journalisme et qu'on demande à nos étudiants de faire des sujets, eh bien souvent on leur demande même expressément de se mettre en duo. Et pas tout simplement que chacun ait son enquête. On aime bien les enquêtes en duo parce que ça apprend déjà ce travail en mini-collectif qui est hyper efficace. Je vais vous donner un exemple précis. Hein. Je réponds à ta question juste après. Un exemple précis, c'est que j'étais au Monde, Fabrice était parti à Mediapart, il m'avait fait une infidélité. J'étais très en colère contre lui. Mais donc, je commence à travailler sur un sujet qui était intéressant, qui était en gros des commissions illégales versées à l'occasion de vente de sous-marins. Et donc, ça se chiffrait en centaines de millions d'euros, de francs à l'époque, de millions d'euros d'ailleurs. Et je vais chez un avocat, parce que souvent on identifie à force les endroits où on peut obtenir des documents. Et obtenir des documents, hein, gardez bien ça en tête, toujours obtenir des documents pour une enquête. Les avocats ont tous les documents. Donc j'avais identifié un avocat, je vais chez cet avocat, j'obtiens la permission de consulter le dossier judiciaire en négociant. Donc le dossier judiciaire, c'est tout ce qui est couvert par le secret d'instruction
mais les journalistes ont le droit de regarder tout ce qui est couvert par le secret d'instruction. Et non seulement ils ont le droit, mais ils ont même le devoir, à mon avis. Donc je regarde les documents et je vois une lettre qui était hyper intéressante, qui racontait qu'en gros, il y avait des commissions vendues, versées à l'occasion de ce marché de vente, et que ces commissions, elles avaient permis de financer la campagne présidentielle de Édouard Balladur, en 95, donc c'est pas récent. Hein. Mais je trouve ça intéressant, la thèse est tout à fait intéressante, mais c'est un document qui n'est non signé, donc je ne sais pas qui l'a fait. Je travaille au Monde, très prudent, le Monde, à juste raison. Je reviens, j'ai ce document, et puis je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, je le mets de côté, j'en parle à la direction, ils me disent « ouais, c'est chaud, c'est pas qui l'a fait, mets de côté, continue à creuser. » Et je mets de côté. Et Fabrice, à Mediapart, lui, tu peux rebroter la suite si tu veux. Oui, ben moi je vois, Gérard fait donc un article sans le fameux document, mais qui révèle en gros qu'il y a une enquête sur une affaire de corruption, etc. Donc déjà, il avait quand même une bonne info, un bon scoop. Donc moi j'étais un peu en colère aussi, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais je me dis, je vois qu'il a tiré un fil et je me dis, c'est une affaire qui a l'air riche, qui a l'air potentiellement intéressante. Ça, encore une fois, c'est l'expérience qui fait que vous sentez qu'en gros, il a sorti un truc, mais il y a d'autres trucs derrière à trouver. Donc je me dis, ça vaut le coup d'aller gratter derrière. Et donc moi je vais aller voir une source qui avait, je le savais, accès au même dossier. Donc je pense que je passe après Gérard, je vois, même si c'est pas au même endroit, mais peu importe, je vois aussi le dossier judiciaire, et je repère, je dis, ah oui, ça c'est bien, il l'a sorti, et bon, voilà, très bien, mais quand même, je fais tout, et je tombe sur ce fameux document. Et à l'époque, on était concurrents, donc on se parlait, mais on ne se parlait pas de ce qu'on faisait au quotidien. Et je ne savais pas si Gérard l'avait vu ou pas, bon, bref. Et surtout, je dis, waouh, ça c'est quand même du sérieux, quoi. Et là, évidemment, j'ai le même réflexe que lui, je ne suis pas inconscient, je sais très bien que ce document qui est anonyme, et qui porte des accusations graves qui ne sont même pas vraiment étayées, je ne peux pas le publier comme ça. Mais en revanche, ce que je me dis, c'est que vu que le reste, Gérard l'a sorti, je vais me concentrer sur ce document et je vais essayer de le valider, entre guillemets. Et donc pour le valider, je me suis aidé, alors j'ai fait d'être deux aussi à l'époque, je travaillais donc avec Fabrice Arfi, on était un duo, c'était un autre duo à Mediapart, et je lui ai dit, voilà, quand j'ai récupéré le document, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, ouais, bah, c'est super intéressant, et on s'est dit tous les deux, il faut identifier l'absolue nécessité, c'est de trouver la source, qui a écrit ce document, qui était anonyme. Par rapport à tout le dossier judiciaire, on a eu une intuition. Voilà, on était à peu près certain de voir quelle était la personne qui pouvait l'avoir fait. Donc on a réussi à contacter cette personne au bluff. On a vu, je me rappelle encore, au drugstore Publicis aux Champs-Élysées, et qui était très prudent, etc. C'était un ancien agent secret. Et là, ça a marché. C'est-à-dire qu'il a avoué, c'est beaucoup dire, mais il a dit oui, c'est mon document. Et non seulement donc, il a accepté de valider le fait que c'est lui qui l'avait écrit, mais surtout il nous a donné des éléments de contexte. Il a crédibilisé, en fait, le type était crédible lui-même par les postes qu'il avait occupés et par rapport à tout ce qu'il nous racontait. Bref, on a estimé qu'on a été assez solide pour balancer le truc sur le document. Donc on a fait un article dans Mediapart qui révélait ce document et qui a lancé en fait l'affaire de Karachi, puisque c'est après ce document que un juge s'est saisi du document pour faire l'enquête, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, si on avait été tous les deux au Monde à ce moment-là, avec Gérard, on aurait fait ça tous les deux et on l'aurait sorti au Monde. Et moi je suis passé à côté. Donc être deux. Et dernier exemple, et j'oublie pas que tu as une question à poser. Dernier exemple, je me souviens aussi d'un autre témoin dans une autre affaire de corruption dans une très très grosse entreprise française qui ne voulait pas parler, rappelle-toi. Et on le convainc de venir à Paris, il prend l'avion, on va le chercher avec ma vieille Twingo verte à l'aéroport de Roissy, ou d'Orly, je ne sais plus. On le récupère, ce témoin. Et on le met à l'arrière de la Twingo, Fabrice est avec lui, moi je suis au volant, et on fait 4 ou 5 fois le tour du périphérique parisien, comme ça. Et Fabrice, parce que c'est le seul endroit où on pouvait parler avec lui, il avait très peur. Il avait très peur, et donc là dans la Twingo, il se disait sur le périph', je risque pas d'être écouté, ni suivi. Et donc on fait le tour du périph', et Fabrice a passé 1 heure sur le périph' parisien à le faire parler, à le convaincre de s'exprimer en son nom propre et de dénoncer une affaire de corruption. C'est devenu une affaire de corruption hyper importante. On a fait la une du Monde avec ça, mais si on n'avait pas été deux, on n'aurait jamais réussi. Voilà, donc ça sert à ça aussi. Je réponds à ta question? Oui, mais du coup, je reviens sur vos techniques d'interview. Comment, du coup, vous étiez en train d'y répondre un peu, mais comment vous arrivez à convaincre les gens de vous donner des informations et comment vous arrivez à avoir des conversations SMS? Parce qu'il y a plein de gens que vous interviewez qui ont des postes qui impliquent une certaine confidentialité, mais malgré tout, vous arrivez à les faire rentrer dans votre jeu. Mais vous avez quel comportement dans ce cas? Oui, alors il faut faire un distinguo hyper important.
dans ce que tu dis, c'est que tu as ce qu'on appelle donc les interviews, les entretiens, où tu vas voir quelqu'un, j'allais dire en général officiellement, et tu vas l'interviewer, tu vas mettre ton enregistreur, il est d'accord pour parler, ou elle est d'accord pour parler, et ce propos sera retranscrit dans un livre ou dans un journal. Ça, c'est un premier truc. Mais à ne pas confondre avec les sources, on va dire, qui sont là et qui ne sont pas censées, elles, apparaître, dont tu ne publieras jamais les propos, du moins sauf si elles le souhaitent, mais en général elles ne le souhaitent pas, et qui sont des personnes qui détiennent des informations. C'est-à-dire que l'intérêt que tu as de voir ces personnes, c'est de recueillir leurs informations, les protéger, leur anonymat, on s'en fiche, on ne veut pas savoir qui c'est, on recueille l'information. Typiquement, un document qu'on te donne, confidentiel, etc. Ça n'a rien à voir, on va dire, tu vois, comme démarche, avec la démarche de faire parler quelqu'un qui va s'exprimer. Dans un cas, la technique, entre guillemets, c'est simple, tu es face à une personne que tu veux faire parler, avec qui que tu vas interviewer, la clé c'est qu'est-ce que j'aimerais que cette personne me dise dans l'idéal. Voilà. C'est quelque chose que très souvent les journalistes oublient, et c'est fascinant de voir même au plus haut niveau, même des journalistes de télévision expérimentés ou de presse écrite, etc., qui trop souvent ont l'impression qu'ils ont décroché l'interview d'une personnalité importante, et donc c'est bon. C'est bon parce que j'ai le Premier ministre, je ne sais pas qui, donc de toute façon, en gros, c'est gagné, quoi. On était un peu comme ça avec Hollande au début, nous-mêmes. Hein, on balaye devant notre porte, on s'est dit, on a le président de la République, donc c'est génial. Quoi qu'il dise, c'est passionnant. Ben non, en fait, non. Ça peut être très chiant, même un président de la République, et pas seulement un président de la République. Donc le truc, c'est, qu'est-ce que dans l'idéal, je voudrais qu'il me dise, ou qu'elle me dise. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête du début à la fin de ton interview. Donc ça, c'est la technique, on va dire, pour l'interview. Avec les sources, évidemment, c'est très différent. Les sources, tu dois jouer sur deux registres. Un, convaincre cette personne qui, normalement, n'en a a priori pas le droit de te confier l'information dont tu as besoin. Et deux, la rassurer, mais tout le temps, sur le fait qu'elle ne risque rien, que tu la protégeras toujours, tu conserveras toujours son anonymat, etc. Tu vois, donc, psychologiquement, on est dans deux... Il y a des points communs, c'est humain, en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est humain, tu es sur la matière humaine, tu es dans le contact, comment tu gagnes la confiance des personnes. Mais tu vois bien que tu agisses de deux façons différentes parce que tu ne cherches pas la même chose. Dans un cas, tu cherches des phrases fortes et dans l'autre, tu cherches des infos, ce qui est très différent. Une petite technique au passage qu'on utilise beaucoup et qu'on n'a pas utilisé, on s'en est mordu les doigts avec Fabrice, c'est on prend quasiment plus de notes en fait. On en prend encore un peu, mais quasiment plus de notes. Ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre systématiquement nos interviews. On va devant... que ce soit hein, du président au professeur de médecine, au médecin basique, on enregistre l'interview, on leur dit au départ, écoutez, on enregistre parce que c'est beaucoup plus simple, on leur demande même pas si vous êtes d'accord, on leur dit on enregistre. S'ils nous disent non, je veux pas, bah, on n'enregistre pas, et voilà. Mais en général, ils disent oui. Et donc, ça te permet, tout bête, de regarder les yeux dans les yeux les gens. Et quand tu regardes les gens, les yeux dans les yeux, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un rapport qui se crée. Ça peut être un rapport peu sympathique, mais c'est souvent un rapport, en tout cas, qui existe. Et là, tu rentres dans la psychologie, etc., et tu rentres dans le jeu une sorte de séduction, mais surtout, tu sais ce que tu veux obtenir d'elle, elle veut te parler, mais elle ne veut pas trop te dire les choses, tu es dans un rapport. Quoi. Et ça te permet de le faire, et ensuite, tu as tout enregistré, donc c'est très simple, tu retranscris, et tu es certain que ce que tu vas retranscrire, ce sera la parole donnée, précise, de la personne en face de toi. Donc ça, c'est un truc qu'on fait systématiquement. Ouais, alors il y a plein d'avantages à faire ça. Hein. Le premier, c'est comme disait Gérard, c'est que on sait tous, si quelqu'un nous parle et qu'on prend des notes, même si on va vite, même en sténo, donc je prends des notes pour répercuter tout ce que cette personne dit. C'est compliqué de faire ça, d'être concentré, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que je recopie bien, etc. Et d'anticiper déjà la prochaine question. Bah non, et donc on va être beaucoup moins bon. Donc déjà, tu as ça. Ensuite, c'est protecteur pour la personne elle-même. C'est comme ça qu'il faut convaincre les gens d'ailleurs d'accepter. Certains hésitent un peu. Moi je dis toujours, mais attendez, ça va être une preuve qu'on ne va pas déformer vos propos. On sait très bien qu'aujourd'hui, parfois les journalistes, pas forcément volontairement, pas méchamment, mais transforment un peu les propos parce qu'ils ont pris des notes rapidement et que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on veut dire. Et parfois ça fait des choses très très désagréables. Ça nous est arrivé nous-mêmes en donnant des interviews, parce que maintenant on donne des interviews aussi. Et parfois on se dit waouh, c'est bizarre, j'ai quand même pas du tout dit ça, quoi. Mais bon, voilà. Donc si on enregistre, si la personne se retourne en disant mais non, j'ai jamais dit ça, ben si, regardez, j'ai l'enregistrement. Donc c'est protecteur pour la personne, parce que ça veut dire qu'on ne déformera pas vos propos, et c'est protecteur pour vous, parce que si la personne, et ça nous est arrivé, vient à dire mais non, mais j'ai jamais dit ça, monsieur Davet, l'homme, c'est complètement fou, ah bah oui, on va vous sortir enregistrement.
Voilà, et ça calme tout le monde. Ça nous est arrivé avec Dominique de Villepin, qu'on avait interviewé, qui a été sur Europe 1 pour dire mais non, j'ai jamais dit ce qu'ils me font dire sur Nicolas Sarkozy. Donc on a fait savoir aux agences de presse, etc., qu'on avait tout à fait l'enregistrement, tout à fait disponible, et qu'il avait dit ça au mot près, et Villepin n'a plus jamais démenti. Voilà. Après, il y a voilà, moi j'ai vécu, on parlait tout à l'heure du fait de ne pas avoir été deux, ce qui aurait aidé Gérard pour Karachi. Moi, quelques temps plus tard, je suis toujours à Mediapart, je travaille sur l'affaire Bettencourt, etc. Je l'ai faite au téléphone, cette interview. Je l'avais déjà rencontré une première fois. Mais surtout, je ne l'ai pas enregistré. Je n'avais pas de matériel, voilà, je ne l'ai pas enregistré. Et donc, bon, tout ce qu'elle m'a dit, je sais que c'est exactement ce qu'elle m'a dit, hein, j'ai aucun doute là-dessus. L'interview sort dans Mediapart. Alors, en plus, à l'époque, j'étais en duo avec Fabrice Arfi, mais Fabrice Arfi, à l'époque, habitait à Lyon. Moi, j'étais à Paris, donc c'est moi qui l'ai fait tout seul, en fait, hein, donc j'étais vraiment seul. L'interview est balancée dans demain matin sur Mediapart, donc ça fait un scandale, évidemment. Sarkozy mis en cause, il était président de la République à l'époque. On l'accusait quand même d'avoir dépouillé une vieille dame pour son confort de vie. C'était voyant, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vous passe les détails, mais le procureur en charge de l'histoire était un proche de Sarkozy. Il a fait la guerre, il a fait la chasse à cette comptable. Et en gros, ils l'ont un peu forcé à revenir sur ses propos. Ce qu'elle a fait partiellement en tous les cas, mais en tous les cas, elle a eu une phrase notamment. Tout ça, c'est une romance de Mediapart. Donc c'était terrible pour moi. C'était terrible parce que j'avais aucune preuve. Parce qu'évidemment, j'en ai pris plein la tête en disant, vous voyez, Mediapart a inventé. Et moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais juste mes notes, mais ça valait rien. Ça ne valait rien. Et combien de fois je me suis dit, mais quel imbécile, quoi. Non seulement j'ai été trop vite, mais à la limite que j'aille vite, mais que j'enregistre. Si j'avais enregistré, j'aurais calmé la polémique immédiatement. Là, tout ce qui est retombé sur la comptable, en disant, mais c'est elle qui a dit ça, voilà, elle a dit ça, elle avait des raisons de le dire. Donc, on a rétabli après, Gérard m'avait filé un coup de main, etc. On a rétabli parce que, pour l'essentiel, elle n'avait pas renié ses propos, mais en tout cas, sur certains aspects, elle était revenue en arrière par peur des conséquences. Et donc là, ça a été l'administration de la preuve, mais définitive, que plus jamais, surtout sur des dossiers sensibles, plus jamais être seul, et alors il y avait tout, être seul, précipitation, et ne pas enregistrer. Voilà. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est vos entretiens, vraiment enregistrez-les, avec l'accord de la personne, mais voilà, vous leur dites, j'enregistre, et puis ça passe très bien. Quand c'est sensible, si vous êtes deux, c'est mieux. Et attention à aller trop vite, à ne pas aller trop vite. Parfois, il vaut mieux, c'est vrai, il vaut mieux prendre le risque de manquer un scoop plutôt que de publier une fausse information. Parce que manquer un scoop, ça ne vous portera pas préjudice. Avoir ce qu'on appelle une casserole dans le métier, ça vous poursuit longtemps ensuite. Après, il y a un gros souci qui se pose quand même, c'est qu'on enregistre nos interviews sur notre téléphone portable, et sur lequel on a aussi tout notre carnet d'adresses. Et donc, du coup, si on perd ça, on est mort. Fabrice, il se l'est fait voler une fois dans un concert. C'était chaud quand même. Hein, c'était chaud. Mais bon, on a pu tout supprimer. Ouais, j'ai fait intervenir, involontairement, les services de l'État, parce que quand j'ai déposé plainte au commissariat de police, ils m'ont demandé s'il y avait des choses sensibles, etc. Alors, moi, j'ai juste les téléphones perso de Macron, Hollande, Sarkozy, et oh là là, bon, attendez, je vais refaire. Donc ça a été très vite, ils ont même arrêté les coupables, ce qui est assez rare. J'ai pas retrouvé mon téléphone, mais ils ont arrêté les coupables. Et surtout, toutes les données ont été effacées rapidement. Bon, et par ailleurs, il y a quand même des choses, enfin beaucoup, qu'on met en copie et qu'on met à l'abri. Mais parfois, on le met tellement à l'abri, c'est le problème, c'est qu'on ne sait plus où on l'a mis à l'abri. Ça, c'est arrivé aussi. Et tous les petits trucs qu'on vous dit là, en fait, c'est des affaires d'État sur lesquelles on a travaillé ces dernières années, mais c'est applicable au quotidien, dans toutes les petites enquêtes que vous ferez, dans vos stages à venir, pour les premières années, dans vos boulots, pour les secondes années. C'est applicable constamment, quoi. C'est des petites techniques, des petites astuces qui vous feront gagner du temps, en fait, dans votre travail au quotidien. Ouais. Justement, par rapport au téléphone, est-ce que vous mettez à disposition quand même des protections et des mesures pour protéger ces données-là, sachant qu'aujourd'hui, on a tous ces réflexes pour mettre sur notre téléphone sous nos ordi, mais c'est des choses qui sont très facilement piratables. Est-ce que du coup, vous mettez en place des choses pour protéger les infos? Vous ne faites pas encore? Maintenant, on le fait. On l'a pas fait assez à une époque, quoi. À l'époque de l'affaire Bettencourt, par exemple, il y a 10 ans, moi j'ai été mis sur écoute, mon téléphone a été mis sur écoute pour identifier mes sources. Donc ils ont mis mon téléphone sur écoute, c'était un procureur qui l'a fait, les services secrets l'ont fait aussi. Et du coup j'étais obligé de déposer plainte, mais ça va loin parce qu'ils m'ont mis sur écoute, mais ils ont identifié aussi le numéro de téléphone dont j'étais responsable, peut-être celui de ma fille. Et donc ils ont fait tout l'entourage des copines et des copains de ma fille, bien sûr.
Donc ils se sont demandé par exemple pourquoi j'étais en relation avec une certaine Linda, alors qu'en fait, je ne connaissais pas Linda, c'était une copine de Lisa. Donc, ils ont fait aussi le numéro de téléphone de ma femme, du coup. Bref, j'ai pas pris assez de précautions en fait. Et donc maintenant, je fais beaucoup plus attention. C'est-à-dire que quand c'est une conversation touchy, on passe par Signal ou même WhatsApp, hein, c'est sécurisé produit Internet. On ne s'envoie aucun document par mail ou même par ces biais-là. Ouais. On se donne ça de main à main. Mais en même temps, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de protection absolue. C'est-à-dire que si quelqu'un me prend mon téléphone aujourd'hui, dessus il y a plein de trucs. Quoi, voilà. Et avec l'iCloud, en plus on n'est pas super bon en numérique avec Fabrice, donc l'iCloud il conserve tout, donc bon, on n'est pas vraiment des modèles à ce niveau-là. Voilà. Mais on progresse. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, même les plus malins, les plus experts, etc., il n'y a pas de modèle parfait, puisqu'on sait qu'à un moment, à peu près tout est piratable, et par ailleurs, on est bien obligé d'interagir. On va envoyer des mails forcément, enfin, prendre des rendez-vous avec les gens. Enfin, je veux dire, c'est impossible de vivre avec que des pigeons voyageurs en 2022. D'autant que ça fait partie des éléments qui sont hyper importants dans l'enquête aussi. On ne parle pas que de l'enquête, mais comme c'est ce qu'on fait le mieux, le plus en tout cas. On envoie tout le temps des mails avec Fabrice, on laisse tout le temps les traces écrites de ce qu'on fait, c'est un élément qui vous sera intéressé, qui vous intéressera aussi pour vous au quotidien, c'est qu'on envoie tout le temps des SMS, des mails ou des WhatsApp à des gens pour les contacter, parce que ça laisse une trace. Laisser une trace, c'est hyper important, parce que si derrière on vous reproche de ne pas avoir contacté telle personne pour respecter le contradictoire, ou si vous allez par malchance au tribunal, et Dieu sait, ça nous est arrivé avec Fabrice au tribunal, eh ben, on peut produire des éléments comme quoi on montre qu'on a contacté les gens. Bon, et du coup, on le garde sur le téléphone. Donc, c'est pas toujours évident de trouver la bonne façon de faire, mais je préfère garder des traces en général. Ouais, c'est mieux. Je sais que par rapport à ça, je sais parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire sur Arte qui s'appelle Sous les radars, disparaître, un truc comme ça. Ouais. Bref, qui est sur justement des personnes qui choisissent de disparaître numériquement. Ouais. Et en fait, j'ai découvert, je n'avais pas trop entendu parler, mais vaguement, qu'il y a vraiment il y a des personnes qui ont créé tout ce qu'on fait sur Internet, les mails, les docs, les clouds, ils ont créé des versions alternatives sécurisées qui n'appartiennent pas aux GAFAM et qui permettent à des personnes qui ont besoin pour X raisons politiques de continuer à utiliser les outils numériques qui sont, vous l'avez dit, aujourd'hui on ne peut plus faire ça, ça permet de laisser des traces pour plein de raisons. Ça on l'a fait, on a un mec au monde qui nous a aidé à le faire, on l'a fait, mais on a sécurisé et crypté sur je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, on a des entretiens qui étaient hyper chauds, hyper touchy, et en fait j'ai juste oublié le mot de passe. Et je ne l'avais pas noté parce que si je le notais, je l'avais pas fait le trou, donc travail le risque. Et ça nous emmerde encore maintenant parce que c'était vraiment des trucs très importants. Et ben, j'ai plus le mot de passe, j'ai essayé tous les mots de passe possibles, voilà, je ne sais plus y avoir accès. Donc c'est, plus tu plantes, parfois plus tu plantes trop. Ouais. Moi j'avais une question, mais c'est pas du tout en rapport avec le informatique. C'était plus ce que vous pensez du journalisme militant, et comment vous arrivez à mettre de côté vos opinions personnelles, vu que vos affaires elles ont quand même des conséquences hyper politiques et voilà. Alors, ouais, c'est deux bonnes questions. Alors déjà, je vais dire le plus facile, c'est que nous, comment on fait, c'est que nous, on est vraiment obsédés par les faits, quoi. Donc nous, on a, j'allais dire, théorisé la schizophrénie journalistique, c'est-à-dire qu'on est des citoyens comme les autres, on a des idées, il y a des gens qu'on aime bien, des gens qu'on n'aime pas, enfin voilà, normaux en fait, comme tout le monde. Hein, mais vraiment, quand on enfile notre costume de journaliste, tout ça n'existe plus. Voilà, tout ça n'existe plus. Et donc, je dis souvent, on a été catalogué comme journaliste anti-sarkozyste, et c'est vrai qu'on l'a vraiment pas ménagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand à un moment dans l'affaire Bettencourt, en plus qu'on avait révélé, il nous est apparu à nous deux, c'était notre analyse du dossier, que la mise en examen de Sarkozy ne tenait pas, c'était notre conviction. On a fait une page dans Le Monde pour dire que ça ne tenait pas la route. Ça a surpris beaucoup de gens. Et je ne vais pas dire qu'on a fait ça pour se faire plaisir, ça serait faux, mais on l'a fait parce qu'on pensait que c'était la vérité, tout simplement. D'ailleurs, 6 mois après, il a eu un non-lieu, donc on ne s'était pas trompé. Mais même si on s'était trompé, on s'en fiche. Je veux dire, c'est qu'on pensait vraiment ça. Et on ne s'est pas dit, ah ouais, mais on ne va quand même pas faire ça à Sarko qui nous cherche que les emmerdes. Parce que dans ce cas-là, pour nous, on n'est plus journaliste. Donc je pense qu'on arrive assez bien
à faire preuve, pas d'objectivité, parce qu'on n'y croit plus en fait, ça n'existe pas vraiment, à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'un truc ne va pas dans le sens qu'on aurait souhaité, ben c'est pas grave. Je te parlais de l'affaire de Karachi tout à l'heure, pour en avoir été à l'origine, moi j'aurais voulu que ça prospère vachement, tu vois, et que ça prenne encore plus de proportions. Et à la fin, ben, c'est pareil, dans le monde, on a écrit que Sarkozy, qui était quand même un peu impacté au début, ben on en a conclu qu'en fait il n'était pas dans l'histoire, et on l'a dédouané. Voilà, et on n'a pas fait ça pour être gentil ni pour être méchant, c'est pas le sujet. Donc on arrive vraiment à tenir cette ligne de crête, parce que je pense que c'est un peu notre personnalité, on est tellement obsédé par l'info en fait que le reste disparaît. Après, la vraie question, une question plus importante au-delà de nous, c'est ce qu'on appelle effectivement le journalisme militant. C'est assez intéressant parce que, comme on a déjà une longue carrière derrière nous, dans la première partie de notre carrière, si tu veux, on ne parlait pas comme ça. C'est-à-dire que tu avais, pour résumer, tu avais le journalisme en général, avec tous les grands journaux, qu'ils soient de gauche, de droite, de Figaro, Libération, tout ça, voilà, avec des journaux qui avaient une ligne éditoriale, mais des journalistes qui enquêtaient à peu près de la même manière, tous. Voilà. Après, tu avais à côté de ça des journaux, on va dire, très militants, très engagés, par exemple l'Humanité, ou je sais pas, Minute, etc. Mais c'était des journaux qui ne faisaient pas d'enquête. Donc, c'était des journaux qui avaient juste des partis pris éditoriaux. Voilà. Donc ça, c'était la situation qu'on a connue pendant longtemps et qui était très simple à comprendre. Et puis, depuis, on va dire, 10-15 ans peut-être, on a vu se développer, notamment avec l'essor d'Internet et des médias sur Internet, qui ont permis la création de journaux en ligne avec des plus petits budgets, etc. On a vu apparaître d'autres formes de journalisme, et aussi de manière audiovisuelle, etc. Avec des journalistes qui s'engagent plus personnellement, qui revendiquent un regard justement subjectif, en disant en gros l'objectivité c'est hypocrite donc autant y aller, qui décident volontairement de dire nous on va taper entre guillemets là-dessus, nous on va défendre cette cause, etc. Et très sincèrement, si je suis tout à fait honnête, je te dirais que personnellement, par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais parce que je suis le produit d'une autre époque, hein, tout simplement, ça ne me plaît pas. Quand je dis ça, ça ne me dérange pas que les gens le fassent, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Je me reconnais pas là-dedans, c'est pas mes canons, c'est pas ma façon de penser. Mais je suis assez lucide pour dire que le journalisme, ça évolue. Et on ne peut pas rester, on ne peut pas faire du journalisme comme en 80 ou comme en 1960. C'est tant mieux, très bien. Donc ça évolue, il y a ça, il faut l'accepter. Il y a des côtés positifs, je pense. Je pense qu'il y a des côtés positifs dans le sens où vous avez des gens qui, du coup, vont mettre toutes leurs ressources dans un angle, et donc ils vont trouver des choses. Ce qui compte, c'est que ce soit équilibré, en fait. C'est-à-dire qu'on ne tape pas toujours sur les mêmes, ou qu'on ne cherche pas toujours dans les mêmes directions. Donc après, moi, je n'ai pas de problème, et a fortiori, et ça c'est quand même important, si ce journaliste qu'on va qualifier de militant se revendique comme tel, ne cache pas son jeu. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne me plairait pas, ce serait déguisé derrière, je sais pas, un média totalement neutre, entre guillemets, ou mainstream, ou appelons ça comme on veut, et qu'en fait, derrière, il y aura des journalistes qui essaieraient d'influer sur le cours des choses, d'influencer les gens sans le dire. Ça, je trouve ça gênant parce que c'est malhonnête. En revanche, dire, voilà, nous on se positionne sur ce créneau et on y va, les gens savent ce qu'ils font, pourquoi ils y vont et pourquoi ils n'y vont pas. Donc pourquoi pas. Si tu prends l'exemple de Bellingcat, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Bellingcat, c'est un collectif qui enquête de manière vidéo sur ce qui se passe en Russie. C'est super intéressant ce qu'ils font, c'est eux qui ont réussi à retrouver des espions russes qui avaient empoisonné des personnes, etc. C'est un collectif d'enquête très très fort, très puissant, mais très militant puisqu'ils sont très anti-Poutine. Mais ce qu'ils font, c'est de l'utilité publique, hein, donc moi j'ai rien contre ça. Après, le seul biais qu'il faut avoir en tête, et là j'ai des exemples très précis, c'est que ne pas suivre forcément tes inclinaisons personnelles, parce que parfois tu as des évidences qui s'imposent à toi. Deux exemples, tout à l'heure je parlais de l'affaire Allègre-Baudis, alors là vous étiez tout jeune, mais en 2003, deux prostituées à Toulouse balancent sur procès-verbal aux gendarmes que le maire de Toulouse, Dominique Baudis, participe à des partouzes avec des jeunes filles et des prostituées et violente les gens, etc. à Toulouse. Scandale énorme en France, et même ailleurs d'ailleurs, ça s'appelle l'affaire Allègre-Baudis. Et tout le monde s'engouffre là-dedans, Libération, etc. Il y a des articles partout, etc. Parce que c'était tentant, c'était le pot de terre contre le pot de fer. On avait tendance à vouloir croire les prostituées qui dénonçaient les gens installés, les notables. Et ben, on s'est tous plantés, toute la presse s'est plantée. Voilà. Donc, il faut le garder en tête, il y a un documentaire qui est très bien fait sur la 5 qui s'appelle l'affaire Baudis, que vous pouvez retrouver en replay. Et autre histoire qui m'est arrivée personnellement, qui est moins connue, mais là c'est pareil, j'ai succombé à
à un truc auquel je voulais croire. Un jour, il y a une maison qui brûle dans un village au fin fond de l'Auvergne. Cette maison, c'était celle du seul noir qui habitait, le seul noir du village. Voilà. La maison brûle, il y avait des tags racistes sur la maison. Et donc, moi, je me dis, c'est une bonne histoire. Bonne histoire. Côté un petit peu, on va là où il y a de l'histoire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Donc, j'y vais, et en me disant, évidemment, c'est un truc raciste, évidemment, etc. etc. Et je raconte l'histoire sur une page dans Le Monde, et je prends les précautions d'usage en faisant l'enquête. Je vais au procureur, les gendarmes qui me disent qu'il faut faire attention, donc je fais attention, je l'écris, etc. Il n'empêche que la tonalité globale de l'article, c'était quand même un village raciste au fin fond de l'Auvergne. C'était peu de choses près. Et en fait, un mois et demi après, on a appris qu'en fait, c'était lui qui avait mis le feu à sa maison pour toucher l'argent de l'assurance. Et pourtant, le type, je l'avais vu devant moi, j'avais parlé, j'ai fait l'enquête de terrain, il avait pleuré devant moi, etc. Extrêmement convaincant. Et je m'étais laissé aller, c'est-à-dire que j'avais cru à ce qu'il me disait, premièrement. Première leçon, ne jamais croire ce qu'on vous dit. Et deuxième leçon, j'avais voulu croire aussi à ce que je pensais moi. Tu vois, c'était mon biais, je pensais qu'effectivement, le racisme, c'est pas bien, évidemment, et donc il fallait le raconter. Là, c'était autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se méfier aussi un peu de tes propres inclinaisons et de ce que tu penses toi. Tu peux faire un journalisme militant, mais encore faut-il qu'il soit factuel et ne pas céder forcément à ce que tu as envie que ce soit. Quoi, tu vois, j'essaie d'être clair. Il y a une question. 3, 4. Ouais. Quand vous parlez de vos enquêtes, moi je ne peux pas m'empêcher de penser aux conséquences, à l'impact de ces enquêtes, et j'imagine que vous avez dû subir des pressions, des menaces, tout ça. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, ok, là le scoop est peut-être trop gros, là c'est un peu trop dangereux, on va pas se lancer là-dedans. Donc carrément vous vous êtes dit, là c'est un peu trop dangereux, je veux arrêter l'enquête ou faire un truc un peu plus calme, quoi. Alors, comment dire, sur la fin peut-être, mais globalement non. Globalement c'est plutôt l'inverse, pour être honnête, ça c'est notre tempérament. Plus c'est gros, plus c'est dangereux, plus ça nous excite. Donc c'est comme ça. Et je pense que tu ne peux pas faire ce métier-là si tu n'as pas cette mentalité. Et oui, on a eu des pressions, des menaces, on a été sous protection policière, on a été espionné, suivi, tout ce que tu veux, tu peux choisir. Mais d'abord on ne se plaint pas parce qu'on pense que ça fait partie du métier. Si tu ne veux pas subir ça, il faut faire autre chose. Donc voilà, on assume. Et non, on ne s'est pas dit oh là là c'est dangereux donc on va arrêter. Non, c'est plutôt l'inverse encore une fois, c'est le côté en plus un peu peut-être de con qu'on peut avoir si on nous dit de ne pas regarder à tel endroit, on a envie de regarder à cet endroit. Et je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Non, la seule chose pour être honnête... Après on relativise beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit bien comment ça se passe à l'étranger, tu peux enquêter, travailler en France, tu risques pas ta vie en règle générale. Hein. Oui, mais ce que je veux dire c'est que au-delà, moi je parle même pas de ça, parce que moi c'est même pas, je me sens pas en danger de mort. Mais les pressions, les procès, on te regarde de travers, tu vas sur un plateau télé parce que tu es invité et tu as un député que tu avais mis en cause il y a 3 ans et il ne te serre même pas la main. Enfin, c'est des choses comme ça, c'est tout bête, mais au bout d'un moment, c'est pas très agréable. Bon, et donc, ça ne nous a jamais ralenti jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que maintenant, je pense, depuis quelques années, là, il y a un peu une petite évolution. Parce que d'abord, je crois qu'on a fait beaucoup de choses, donc à un moment, il y a un peu d'usure. Et on s'est dit... Ouais, on sait bien de prendre un peu de recul parce qu'on a beaucoup fait, nos familles ont souffert à plusieurs reprises parce que tu amènes aussi le stress à la maison, plein de choses que tu peux amener, voilà. Et donc c'est pas une question de peur ou ça, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a un peu d'usure, voilà, un peu d'usure, d'être tout le temps au taquet, tout le temps de savoir qu'il y a des gens qui te détestent et tout. Tu te dis ouais, la vie il n'y a pas que ça quand même. Donc ça veut pas dire qu'on arrête, mais ça veut dire qu'on fait on est moins sur la corde raide, on a sorti déjà beaucoup d'histoires, on essaie de faire des choses un peu plus sur le long terme. Maintenant, si demain on a un scoop incroyable qui nous arrive et qui met en cause plein de gens, on le fera sans doute parce qu'on est journaliste, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'usure qui se produit, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on est là, c'est qu'on a envie maintenant plutôt d'aider les plus jeunes à prendre notre place, quoi, finalement. Ouais. Moi j'avais une question en fait concernant ce que vous avez dit juste avant. Est-ce que vos enquêtes en général ne sont pas parfois influées par vos opinions, vos revendications personnelles, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous sentez et que vous y allez, vous cherchez à savoir ce qui se passe au-delà de ce que vous ressentez personnellement? Je parle pour Fabrice, mais pour moi aussi. Hein. Moi je fais en fonction de mes centres d'intérêt, donc quand ça m'intéresse j'y vais.
mais jamais en fonction de mes centres d'intérêt politiques ou personnels. En fait, quand j'ai été recruté au Monde, c'était en 2001, c'était Duplenel qui disait toujours la même phrase, hein, qui était « penser contre soi-même ». Voilà, il faut penser contre soi-même. Bah, je suis assez d'accord avec ça et j'essaie de l'appliquer, c'est-à-dire que ce que je peux penser à titre personnel, comme citoyen ou autre, comme le dit Fabrice tout à l'heure, je suis schizophrène, il y a des trucs, il y a des gens que j'aime bien, d'autres que j'aime pas, etc. Mais ça rentre pas en ligne de compte. Je pense que j'essaie d'être honnête vis-à-vis des faits. Voilà. Et ce qui peut parfois, par exemple, ça nous a amené à faire des enquêtes sur des gens qu'on apprécie et pour qui ça se passe mal à l'arrivée après nos enquêtes. Il y a des gens qui ont été virés à cause de nous, qui ont eu des vies très compliquées à cause de nous. Le président Hollande, il ne s'est pas représenté en grande partie, d'après les enquêtes qu'on a pu avoir, après notre livre. Pourtant, c'est quelqu'un qui est parfaitement appréciable sur le plan humain. Bon, c'est les choses, si tu veux, on ne calcule pas en fonction de ça. On calcule en fonction de l'intérêt général et de l'intérêt public. Est-ce que c'est béton? Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est contextualisé? Est-ce que c'est vérifié? Et est-ce que ça a un intérêt général? C'est les seuls trucs qui nous intéressent vraiment. Justement, moi j'avais une question sur cet intérêt général. Est-ce que, à des moments, ça vous est arrivé d'abandonner des enquêtes parce que vous vous êtes dit, là ça me rentre peut-être juste trop dans la vie privée d'une personne, ou alors ça n'a pas d'intérêt public, tout ça. Et du coup, est-ce que vous vous entendez à deux? Vous êtes plutôt d'accord pour tout ça? J'entendais notamment, je pense à cette question parce que j'avais entendu Fabrice Arfi, on lui avait posé la question sur Mazarine Pinjot, notamment, et lui, il avait dit, moi je ne l'aurais pas sorti parce que je ne trouve pas que c'est d'intérêt public. Et du coup, comment vous fonctionnez par rapport à ça? Alors, je ne savais pas qu'il avait dit ça. C'est intéressant, ça me rassure plutôt qu'il ait dit ça d'ailleurs, parce que quand on peut imaginer parfois, pour l'avoir connu, pas lui, mais Mediapart, tendance à un peu à tout sortir dans tous les sens, sans beaucoup de réserve, parfois. Et donc, ça veut dire qu'il se pose des questions, il a raison. Après, Mazarine, c'est tout à fait discutable. Tout à fait discutable au sens premier du terme, c'est-à-dire que je pense que c'était un sujet, parce qu'elle était logée aux frais de l'État, il y avait des gens qui la surveillaient aux frais de l'État, etc. Mais je sais qu'à l'époque, moi, je l'avoue, je n'aurais pas été super à l'aise pour faire ça, ça ne m'aurait pas trop plu. Peut-être que je l'aurais fait quand même, mais je n'aurais pas adoré faire ça. Nous, on l'a vu, alors, on a eu plusieurs exemples, hein. François Hollande avec sa liaison. Nous, on a été en fait informés en amont qu'il y avait une histoire sans doute. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Rien. Voilà. Qui nous en parle? Et en plus, c'est un certain Nicolas Sarkozy qui nous a mis sur la table. On a un rendez-vous personnel avec Nicolas Sarkozy. Il nous dit, vous devriez vous intéresser à la bonne amie de... qui va voir en scooter. Il avait toutes les infos. Il avait toutes les infos. Alors, on s'est pas intéressé. Mais on ne s'y est pas intéressé. Alors, on pourrait nous dire qu'on a eu tort, mais moi, je maintiens cette position aujourd'hui. Je maintiens. Moi, voilà, c'est pas ma cam. Non, et c'est pas parce que c'était Hollande, hein, en plus. Rien à faire. Ça aurait justement été Sarkozy, ça aurait été n'importe qui. Voilà, donc, oui, l'intérêt public, c'est le critère numéro 1. C'est le critère numéro 1. Et on essaie de tenir sur cette ligne, mais c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la ligne est de plus en plus mordue et que un peu tout sort. Hein. Après tout, alors c'est sûrement un sujet qui vous concerne beaucoup, qui est tout le mouvement derrière MeToo, puis la déclinaison française qui est un peu plus trash, balance ton porc, etc. Et en tous les cas, ce qu'on appelle la libération de la parole sur toutes les agressions, harcèlements, etc., qui est un mouvement tout à fait bénéfique, souhaitable et tout ce qu'on veut, mais qui journalistiquement, là je ne parle pas de la société, je parle journalistiquement, nous interroge quand même. C'est-à-dire que je vois, encore une fois, c'est l'avantage de l'expérience. Hein. Je vois aujourd'hui dans les médias sortir des accusations sur des gens, fondées ou pas fondées, je n'en sais strictement rien, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis, c'est vertigineux parce qu'il y a, je sais pas, 10 ans de ça ou 15 ans de ça, aucun journal n'aurait fait ça, parce que ça ne respecte pas les canons habituels du journalisme. C'est-à-dire que même, on a un exemple, nous, dans le livre sur la droite française, un des derniers livres qu'on avait fait avant celui sur Macron, où on a eu des accusations visant à une personnalité française de droite, de premier plan, de malversation financière, une question d'argent liquide remise à cette personne. On a un témoin, on a le nom, les lieux, etc. Simplement, on ne peut pas recouper avec une autre source. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait, alors qu'on est sûr que c'est vrai? On ne l'a pas sorti. Voilà. C'est un énorme scoop qui ne sortira jamais, sans doute, sauf si quelqu'un d'autre se réveille.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si on met ça en équivalent avec une accusation de harcèlement, on voit bien qu'il n'y a même pas besoin du quart, de la moitié pour le sortir. Or, nous, on trouve que il faut réfléchir à ça. Il n'y a pas de poids, de mesure. Normalement, nos règles journalistiques font que la prudence doit s'imposer tout le temps. Et ça n'a rien à voir avec, encore une fois, les faits de harcèlement, etc., qu'il faut dénoncer. Nous, on déteste ça et c'est formidable que tout ça se passe. Mais il ne faut pas qu'on en oublie, en fait, des règles de base, parce que sinon, on va tous mourir, quoi. Journalistiquement, il n'y aura plus de journalistes, c'est-à-dire que ce sera... Tout le monde raconte n'importe quoi, tout le monde balance, on ne vérifie pas, etc. Nous, c'est une règle d'or, de vérifier plusieurs sources, etc., etc., etc. Dans ces histoires de harcèlement, d'ailleurs, souvent, c'est fait. Quand vous avez quelqu'un qui est accusé quand même par 7 personnes différentes, commencez par quelque chose, quoi. Donc je ne dis pas que c'est pas fait, mais je dis que parfois, on s'affranchit des règles élémentaires qui doivent rester les nôtres. Donc, intérêt public, est-ce que c'est l'intérêt public? Est-ce que j'ai les moyens de vérifier un minimum? Est-ce que la crédibilité de l'accusateur, de l'accusatrice est avérée, etc. Et je pense qu'il faut l'appliquer sur tous les domaines. Voilà. Corruption, affaires de mœurs, tout ce que vous voulez, il faut rester sur nos règles essentielles. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus comment c'était du coup à Mediapart, puisque vous avez dit qu'il y avait des côtés positifs et aussi des côtés négatifs. Donc, ouais. Oui, pour résumer, les côtés positifs, ils sont nombreux. Hein. C'était le fait d'avoir créé une nouvelle aventure, ensuite le fait d'avoir un média qui ne se veut, j'allais dire, que d'investigation. En tout cas, c'était ça vraiment au début. Hein. C'est assez moustillant de se dire il faut trouver des infos partout et que ça. Et on n'apporte que de la plus-value. Et moi, c'est exactement ma vision du métier, donc c'est assez excitant. Et par ailleurs, on avait quand même, pour un petit média, parce qu'au début c'était un petit média, on avait quand même des moyens, ce qui est bien. On avait les notes de frais, on avait des salaires très corrects, etc. Et on avait une possibilité de tout faire. Par ailleurs, c'était le premier vraiment pure player. Donc on publiait sur Internet, et moi ça me faisait un choc, parce qu'avant, dans les autres journaux, on me disait toujours « Fabrice, ça fait trop long, 2500 signes, pas plus, etc. » Et là, je pouvais faire 50 000 signes, personne ne me disait rien. Alors c'est peut-être un peu trop, hein, mais je veux dire, c'est une respiration, il y avait une forme de liberté. Voilà, tout était possible, etc. Donc ça, c'était formidable. Donc voilà, moi je me suis bien éclaté. Et aussi le fait de partir d'un média totalement inconnu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Mediapart se lance pendant 2 ans et demi, c'était personne, tout le monde s'en foutait, ça ne marchait pas du tout. Ça menaçait d'ailleurs de fermer, hein, et c'est l'affaire Bettencourt qui a tout changé. Mais je veux dire, c'est excitant de participer à une aventure qui comme ça. Voilà. Voilà. Et après, donc, pour moi, l'inconvénient, c'était qu'au fil des ans, le prisme politique voulu par Plenel s'est de plus en plus imposé à la rédaction, et que moi, j'étais pas à l'aise. Et encore une fois, je veux dire, je le respecte, en fait. J'ai aucun problème, zéro souci. Et il a sans doute raison de créer ce média, de faire évoluer dans ce sens. D'ailleurs, ça marche, hein, commercialement, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est pas ma façon de voir le journalisme, voilà, personnellement. C'est pas là où je suis à l'aise. Je n'aime pas l'idée d'être identifié à un parti ou un mouvement ou à une école de pensée. Je n'aime pas qu'on me dise qu'il faut enquêter sur telle personne et pas sur telle personne, etc. Je suis l'inverse de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est séparés, parce que je ne me reconnaissais plus dans la ligne éditoriale, que je respecte par ailleurs, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une enquête qui a transformé quelque chose en vous, ou qui vous a marqué dans votre carrière? Il y en a plein, hein, mais il y en a beaucoup, quoi. Il y en a une, mais elle est relativement personnelle, quoi. Donc c'est une enquête, en fait, je vais en parler, c'est une enquête que Lisa connaît bien, en l'occurrence, c'est une de ses copines qui... Je peux en parler, Lisa? Oui. C'est une de ses copines qui s'appelle Agnès Marin, qui est décédée, et qui était, à l'époque, elle était dans un internat, au fond de l'Auvergne, et elle est tombée sur un serial killer, et qui l'a tué, quoi, après avoir déjà violé d'autres personnes avant. Et c'était une amie de Lisa. Et du coup, à l'époque, Lisa était elle aussi en internat. Et donc c'était une époque compliquée de relations, en particulier avec Lisa. Et donc du coup, moi j'étais enquêteur au Monde, et je faisais que des affaires qui étaient des affaires extrêmement corruption, commission financière, etc., politico-judiciaire. Et cette histoire-là, en fait, elle m'a bouleversé, quoi, parce que j'ai rencontré les parents de cette jeune fille qui est morte, je me suis identifié à elle, parce que, évidemment, à cause de Lisa, et
Et du coup, je me suis impliqué totalement dans cette histoire-là. J'ai demandé la permission à la direction du journal d'enquêter là-dessus. J'ai demandé aussi à Fabrice, parce que c'est pas sa cam, ces trucs-là. Donc je lui ai demandé si ça ne me dérange pas si je travaille là-dessus. J'ai demandé au journal, je lui ai demandé à la direction, voilà, je suis un peu impliqué personnellement, donc est-ce que j'ai me donné l'autorisation de travailler là-dessus? Ils m'ont dit oui, à condition de faire bouger les choses. Et donc j'y suis allé sur le terrain, j'ai récupéré toutes les pièces d'instruction, je suis allé voir les gendarmes, les parents, etc. J'ai fait une grosse double page dans le journal pour expliquer qu'il n'était pas normal qu'à l'époque, quand quelqu'un venait dans un établissement privé, qu'on disait qu'il y avait le tueur en question, il avait eu il avait été en prison. Hein. Donc c'est une enquête qui me touche, j'en parle souvent de celle-là parce qu'elle m'a touché. C'est pas la plus importante, mais elle m'a touché. Oui, moi c'est moins personnel, mais c'est un peu le même registre, c'est-à-dire quelque chose que je ne fais pas du tout d'habitude, et c'est au moment des attentats de 2015, et notamment les seconds, là, ceux de Bataclan, les terrasses et tout, et comme bon, tout le monde, pas toute personne normalement constituée, on avait été tous les deux très troublés, ou pas traumatisés, mais en tout cas très choqués, surtout qu'on avait déjà été choqués au départ avec Charlie, où on attaquait la presse, on assassinait des journalistes en France qui n'arrivent jamais. Donc déjà c'était un premier choc, là c'était la réplique où, en plus moi j'ai tellement été dans des concerts de rock au Bataclan, voilà, on va assassiner des gens qui vont voir un concert, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma fille, enfin bon. Et je sais pas, il s'est produit un truc, c'était aussi une période où on était un peu, justement on voulait un peu évoluer, on était un peu comme ça entre deux eaux, et le journal a voulu faire un mémorial numérique pour rendre hommage à toutes les personnes victimes des attentats. Et c'est-à-dire à chaque fois, il fallait que des journalistes se dévouent pour trouver des personnes qui avaient connu les victimes et pour tracer un petit peu des petits portraits sympathiques sur ces gens-là. C'est vraiment pas du tout notre gamme, on peut le dire. C'est vraiment pas ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Et je sais pas. Et moi, je me suis proposé. Je me suis surpris moi-même. Je me suis proposé, oui, moi, je vais participer. On parlait tout à l'heure du rôle schizophrénique du journaliste. Là, je l'avais enlevé, là, c'est-à-dire que là, c'était vraiment l'homme, l'être humain, qui se disait, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et donc, la seule façon que j'ai trouvée, c'est ça. Et donc, je me suis notamment mis sur quelques portraits, donc, notamment une jeune femme qui s'appelait Claire Camax, qui a été assassinée au Bataclan. J'ai retrouvé son... Parce qu'après, c'est un petit peu d'enquête, parce qu'il faut trouver quand même, et c'est pas drôle à faire, les proches de ces gens-là. Et donc, j'ai retrouvé son mari, qui lui était en haut dans les balcons, et comme il n'aimait pas aller dans la fosse, c'est ce qui l'a sauvé, mais d'un autre côté, sa femme, elle s'est fait assassiner, puis des jeunes, une trentaine d'années, et qui restent avec deux enfants en bas âge, et ça m'a donc c'était un petit portrait, hein, voilà, mais ça m'a beaucoup troublé, à tel point, donc, ce qui ne me serait jamais arrivé avant, c'est que, du coup, le survivant, là, Laurent Camax, c'est devenu un ami, et je l'invite régulièrement à la maison, et je me sens un peu, j'ai comme un devoir de protection, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est un peu atypique et bizarre, et donc on se voit et régulièrement, je suis un peu son grand frère. Donc là, j'ai complètement quitté honnêtement mon rôle de journaliste. Je ne le regrette pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de préjudice, mais voilà, parfois vous avez des choses, comme quoi on a des failles quand même. Et les choses changent, je rebondis sur ça. Avec Fabrice, en 95, on était au Parisien, il y a un attentat qui se déroule au métro Saint-Michel, et c'était un mardi, je crois, hein. On quitte, on sortait du foot, parce que le mardi midi, on joue au foot. Bon. On sort du foot, attentat au métro Saint-Michel, plusieurs morts, hein, pas mal de blessés. Et on va sur le journal nous envoie là-bas, on va sur le terrain, il y a un cordon de policiers qui entoure évidemment le lieu de l'attentat. Là, je vous disais tout à l'heure qu'on est sur le terrain, on se dépasse, on apprend à se dépasser. Avec Fabrice, on trouve le moyen, sans même se concerter, chacun d'un côté, de franchir le cordon policier. Alors je ne sais pas comment tu as fait toi, moi je me suis caché sous une voiture. J'ai sorti ma carte de presse, j'ai bluffé, parce qu'à l'époque la carte de presse avec bleu blanc rouge était gros, ça ressemblait un peu à la carte de flic. J'ai pris l'air très assuré, en plus j'avais un look un peu tout en civil. J'ai mis un CRS, j'ai fait hop comme ça, et je suis passé sans lui laisser le choix. Oui, parce que ça, moi je passe sous une voiture. On se retrouve tous les deux sur le lieu de l'attentat, et là c'était une image terrible, hein, vraiment, et là, on était jeunes journalistes, on était à fond, vraiment à fond. Et donc on se retrouve dans un café où il y avait tous les blessés qui arrivaient, etc. Et on rentre avec Fabrice, on n'avait rien à foutre là, et les infirmières nous mettent un truc autour du cou en nous identifiant comme des blessés, éventuellement. On s'assoit et on regarde ce qui se passe, on le décrit, on le note et on fait un reportage pour le lendemain. Donc objectivement, on était à fond. Est-ce que je le ferai aujourd'hui? Je pense pas.
parce que la question s'est posée ensuite en 2015, justement, c'est-à-dire 20 ans après. Hein, et attentat en bas de chez nous, c'est-à-dire en bas de chez moi, hein, à la belle équipe, 20 morts. Et je vais sur le terrain avant tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait personne n'était là, quoi. Et je vois les morts devant moi, etc. Il y a 20 ans, peut-être que j'aurais filmé avec mon téléphone, que j'aurais pris des photos, etc. J'étais incapable de le faire. C'est-à-dire que j'étais pétrifié devant ça, j'ai tant bien que mal essayé d'aider un petit peu, puis après je suis parti quand les sauveteurs sont arrivés. Et j'ai pas fait grand-chose si ce n'est appeler le journal pour leur dire il y a eu un attentat en bas de chez moi, à l'équipe, ce qui a donné ensuite une alerte, Le Monde, etc. Attentat dans Paris, etc. Mais objectivement, j'étais incapable de filmer, de prendre des photos, d'interviewer les gens. J'étais pétrifié, j'avais qu'une envie, c'est d'essayer d'aider ces gens-là. Donc c'est pour te dire qu'on change avec le temps. On change. Nous, c'est pas qu'on s'endurcit, c'est le contraire. Peut-être c'est qu'on devient peut-être un peu plus sensible à ce qui se passe sous nos yeux, etc. Mais c'est ces événements-là, alors tu diras, c'est quand même curieux qu'on se retrouve à 20 ans d'écart sur des scènes d'attentats, mais ça s'est passé comme ça, on était au cœur du truc. Mais je me rappelle aussi, Lisa était là à ce moment-là, elle n'était pas journaliste, elle ne cherchait pas à l'être. Et ben, je me rappelle très bien, j'ai dû l'empêcher d'y aller. Je ne sais pas si tu te souviens, Lisa. J'ai dû l'empêcher d'y aller parce qu'il y avait encore, les mecs étaient encore dans Paris avec les Kalachnikov. Je l'ai empêché d'y aller, comme quoi on se découvre aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle voulait voir ce qui se passait. Ça, c'est un réflexe de journaliste. Aller voir ce qui se passe, aller voir ce qui se passe. Et je l'ai empêché d'y aller, moi j'y suis allé. Mais pour te dire qu'en fait, sur le terrain, on se découvre soi-même. Et au fil du temps, on change. Juste avant, au début, vous avez parlé du journalisme, ceux qui font des immersions, ouais. Et vous disiez que c'était pas trop votre tasse de thé, alors qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Pourquoi vous, c'est pas trop votre tasse de thé? Alors, pour une raison vraiment simple, hein, c'est qu'on a des principes, mais qui sont les principes qu'on nous a appris, hein, c'est pas les nôtres spécialement. Et par rapport au journalisme immersif, c'est juste que normalement, parmi les règles, les bases absolues du journalisme, c'est que normalement, quand tu sollicites quelqu'un, quand tu arrives quelque part, quand tu interviews quelqu'un, quand tu appelles quelqu'un au téléphone, tu dois systématiquement décliner ta qualité et même le média pour lequel tu travailles. C'est la base. Ça figure dans la charte de déontologie. Voilà, hein. C'est la charte de déontologie. Donc c'est juste ça en fait. Moi, après, c'est pas le reste, j'ai aucun problème, mais je me dis, si on considère que ça, on s'en fout, on met à la poubelle, à quoi ça sert d'avoir une déontologie en fait? Donc c'est juste ça, moi, qui me pose un énorme problème. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé le faire en fait. Donc après, je suis le premier à dire que toute règle a ses exceptions. Donc je pense que dans certains cas, il n'y a pas d'autre solution, ça peut apporter, il y a plein de cas qui peuvent montrer que... Mais ce que je veux éviter, c'est pour ça qu'on rappelle toujours ça, ce que je voudrais éviter, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre en se disant, de toute façon, comme ils le font, pourquoi pas moi, et en fait, on peut le faire tout le temps. Bah oui, c'est sûr que c'est plus facile, ça revient à espionner les gens. Mais ça, c'est vrai que c'est plus facile, si on espionne les gens, on aura plus d'infos. Mais sauf qu'on n'est pas des espions, on n'a pas le droit, en fait. Donc voilà, mais je suis le premier à dire qu'il y a des tentatives d'immersion qui sont salutaires. Il y a des fois, il y a des endroits, c'est impossible autrement, c'est juste impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas voir ou on fait une dérogation pour aller voir? Oui, bah, je pense qu'on peut faire une dérogation. Ce qui me choque en fait, c'est que souvent on nous présente du journalisme immersif là où on pourrait faire du journalisme traditionnel, simplement c'est trop fatigant. Ouais, c'est trop compliqué, alors c'est beaucoup mieux d'y arriver déguisé ou en s'en semblant que. Et ça, moi ça me convient pas. Donc c'est juste faire la part des choses et je pense faire du cas par cas en fait. Est-ce qu'on peut faire autrement ou pas, premièrement? Et si on ne peut pas faire autrement, est-ce que c'est indispensable ou pas? Voilà. Si à chaque fois c'est oui, ben ok, on peut le faire. Voilà. Et nous, en encadrant des étudiants en journalisme, il nous est arrivé qu'on nous propose des choses comme ça, et il nous est même arrivé qu'on dise oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Voilà, et qu'on pensait qu'il n'y aurait pas un préjudice terrible pour les gens. Voilà. Mais il faut que ça reste une exception, tout simplement. Il n'y a pas de réponse évidente, parce que je me suis interrogé là-dessus. Hein, par exemple, on parle de Wistreham en ce moment, hein, le film. Et donc le livre au départ, Le Quai de Wistreham de Florence Leblanc. Là, elle a fait un travail, je trouve, moi j'ai lu le livre, hein, plus d'écrivaine que de journaliste. Et un écrivain, elle fait ce qu'elle veut, après tout. Hein, il n'y a pas de charte de déontologie des écrivains. Et son livre est une œuvre littéraire en soi, ce qui ne l'empêche pas d'avoir fait des enquêtes et des reportages en employant totalement les critères des journalistes sur d'autres enquêtes. Donc la frontière est parfois floue, c'est pas forcément évident d'y répondre.
Mais c'est vrai, je suis comme Fabrice, moi je me dis que quand on peut le faire autrement, autant le faire. Et je reprends l'enquête sur la police, là, dont on avait parlé tout à l'heure. Je trouve, il y avait une enquête, juste au même moment où le bouquin est sorti, il y avait une enquête qui est sortie dans Street Press, je crois. Une belle enquête, Mediapart aussi a fait une enquête, qui racontait de l'intérieur comme la police était gangrénée, parfois, par des actes de violence, de racisme, ou alors de pure délinquance, quoi. Et Street Press avait sorti une superbe enquête. Et je pense qu'on n'avait pas besoin, forcément, de se faire passer pour un flic pendant 6 mois, quitte à participer en plus avec des actes délictueux. Comment tu te comportes par rapport à ça? Est-ce que tu es citoyen, journaliste, tout ça? C'est pas simple. Ça pose des questions qui dépassent le strict plan déontologique. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas super à l'aise par rapport à ça. Et je préfère quand les journalistes annoncent clairement la couleur et se bagarrent pour aller chercher le truc. Mais bon, peut-être que c'est un réflexe du mec de 55 ans. C'est possible aussi. Vous avez d'autres questions? Moi, une question un peu plus classique, mais comment vous savez où il faut gratter, où il faut aller voir, où il faut aller voir derrière ce qu'on nous donne, quelles informations et tout, quelle voix va donner quelque chose ensuite? Alors, le truc, c'est que c'est très empirique, donc je ne peux pas donner une règle générale, puisque ça va dépendre c'est cas par cas. Un exemple, c'est que tu peux partir d'une affaire, d'une histoire, ou d'un sujet qui occupe le devant de l'actualité, donc qui est déjà connu, le sujet en lui-même est déjà connu, et toi, parce que tu as une source, ou simplement parce que tu as une intuition, tu as du flair, tu te dis, tiens, dans cette histoire-là, il y a un angle qui n'a pas été creusé, moi je sens qu'il y a quelque chose, et là c'est vraiment ton intuition, par rapport aussi à tout ce que tu as lu, etc. Et tu as d'autres cas où c'est quelque chose dont personne n'a parlé, et toi, parce que tu y penses, parce que tu as quelqu'un qui t'a parlé de quelque chose, etc., tu vas voir ce déclencheur qui va te mettre sur la piste. Mais tu vois, il y a plusieurs façons d'y arriver en fait. Ça peut être un informateur, entre guillemets, ça peut être ton cousin qui t'a parlé d'un truc, tu es au courant de ça, bah non, bah, pourquoi? Il y a peut-être un truc à gratter, etc. Tu vois. Et après, c'est vrai que ça repose beaucoup sur l'intuition et sur très vite. C'est ce qu'on explique toujours aux plus jeunes qui nous proposent souvent des sujets assez ambitieux. C'est pas qu'ils ont du mal en général à trouver des sujets d'enquête, ils ont du mal à les éliminer rapidement en fonction de leur faisabilité. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une super idée d'enquête, mais il faut immédiatement penser, oui mais qu'est-ce que j'ai comme fil à tirer? Comment ça va se passer concrètement? Si demain, on parlait de journalisme immersif, mais si demain un étudiant, ça m'était d'ailleurs un peu arrivé dans une classe, vient me dire, moi je voudrais faire une enquête au cœur des services secrets français, au cœur de la DGSE, moi je te dis franchement, je suis rédacteur en chef, je l'achète tout de suite, ça me passionne. Mais la deuxième question, ça va être immédiatement, tu as des sources, comment tu vas faire? Bah non, je sais pas trop, bah oui, bah alors on va sur le dessus, c'est même pas la peine, n'essaye même pas. Bon, une fois, ça s'était bien passé, puisque c'était quelqu'un dont j'ai compris que le père avait été dans les services secrets. Donc il n'avait pas toutes les infos, mais il avait quand même réussi à faire un truc très correct. Mais parce que la question principale, très vite, c'est ça. Quelles sont tes entrées possibles? Tu n'as pas toutes les réponses, mais est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu connais des gens? Est-ce que tu crois pouvoir connaître des gens qui en connaissent? Est-ce que tu vois où sont les entrées ou pas? C'est vraiment comme ça que ça marche. Nous, on prend toujours l'image du château fort hein, quand on pense à l'enquête. Donc il faut imaginer que l'enquête, comme on dit souvent, pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc tu cherches à révéler quelque chose. Donc tu as une idée, voilà, je veux trouver ça, mais cette chose, c'est comme un trésor qui est caché. Et tu sais que le trésor existe, et tu as de la chance, tu sais même où il est caché. Il est caché dans un château fort. Le problème, c'est qu'une fois que tu as dit ça, c'est bien, mais le château fort, comme son nom l'indique, il est imprenable, inexpugnable, etc. Bon, bah, le truc que tu dois faire quand même, si le sujet te passionne, bah, c'est que tu dois enquêter sur le château fort, tu dois faire le tour, etc. En espérant qu'il y a peut-être un vasistas qui est resté ouvert, il y a peut-être une porte de service, peut-être que tu peux circonvenir le gardien du soir, etc. Et que tu auras peut-être un moyen d'entrer. Et si tu vois très rapidement qu'il n'y a aucune entrée possible, bah, malheureusement, il faut changer de sujet. Voilà. Mais tout part de toi, de l'idée que tu as, de ce que tu ressens. Moi, ma première grande enquête au monde, à l'époque, je faisais beaucoup de sport au monde, au tout début. La première grande enquête, c'est je vais dans un cabinet à Nice, j'enquêtais, tu sais, sur le GC Nice. Ouais. Il y avait des problèmes, il y avait des bandits qui essayaient de rentrer dans le club de Nice. Et je vais dans un cabinet d'un juge d'instruction, et je vois un très très vieux monsieur assis sur un banc dans son cabinet d'instruction. Et le juge,
je l'ai rencontré, je ne suis pas censé, mais bon, je l'ai rencontré, et je lui demande, mais c'est qui ce vieux monsieur? Il me dit, c'est un type qui a participé à des actes de criminels de guerre nazis, dans un maquis au fin fond de la Moselle. Et je dois l'interviewer à la demande de la justice allemande, parce que c'est un des derniers criminels de guerre français, nazis, qui avait été enrôlé à l'époque dans une division SS. Et il venait témoigner pour raconter ce qu'il avait fait, à la demande de la justice allemande. Et moi je me suis dit, mais c'est passionnant ça m'intéresse énormément, beaucoup plus que le sujet sur le PC. Et donc du coup, j'ai récupéré le procès verbal de ce vieux monsieur, il a raconté ce qu'il avait fait, et en voyant cette histoire, il a raconté de l'intérieur la façon dont un maquis entier avait été trahi et que ça avait débouché sur la mort de 120 personnes fusillées par les Allemands. Et j'ai tiré le fil en fait, tu vois, de la pelote comme ça, etc. Tout ça à partir d'une rencontre dans un cabinet d'instruction à Nice. Et je suis allé sur le terrain, etc. Et j'ai réussi à reconstituer la vie de ce maquis, comment il avait été trahi et comment 120 personnes avaient été tuées par les nazis. En partant juste d'une rencontre. Donc c'est ça qui est génial dans ce métier aussi, c'est juste un truc que tu vois tout d'un coup et tu te dis tiens, je vais essayer. Et le bouquin sur Macron, et on peut terminer là-dessus, c'est que le bouquin sur Macron, c'est parti d'une phrase de François Hollande qui nous a dit « Il m'a trahi avec méthode ». En parlant de Macron, il m'a trahi avec méthode. Et bien avec Fabrice, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut raconter par rapport à ça? Tout le monde a raconté plein de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est raconter la méthode. Et donc, on a passé 2 ans à essayer de raconter de l'intérieur comment, avec méthode, pour le coup une vraie méthode, Macron a trahi Hollande et ensuite a trahi ses électeurs sur certains aspects, mais ça c'est autre chose. Et juste, il y a un complément par rapport à ce que tu dis, parce que sur Macron, ça c'est sur le fond, mais sur la forme, il y a un deuxième élément déclencheur, c'est qu'une fois que Macron est élu, il fait ses premiers vœux à la presse traditionnels pour les présidents de la République. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là, on est stupéfait de découvrir ça. Il nous fait la leçon, aux journalistes. Bon, il a le droit, il n'aime pas trop les journalistes, moi, j'ai pas de problème. Mais surtout, ce qu'il dit, il dit en gros, il critique évidemment en creux ce qu'a fait Hollande avec nous. Mais ça, c'est pas le plus important. Surtout, il dit, moi, je veux que les journalistes, vous, journalistes, vous arrêtiez de vous intéresser aux coulisses, à la façon dont je prends mes décisions, pour quelles conditions, pourquoi. Non, je vais vous intéresser à ce que je dis, à ce que je fais. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, n'allez pas voir dans les coulisses. Et là, on s'est dit, mais il nous provoque. Parce que, sincèrement, notre définition du journaliste, c'est exactement faire ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. C'est même pas contre Macron, c'est que les journalistes, ils sont là justement. On n'est pas là juste pour relayer la communication. Ils n'ont pas besoin de nous, de toute façon. Tout est diffusé, il y a des communiqués de presse, tout est relayé en direct sur les chaînes d'infos. Nous, on a besoin de nous pour éclairer justement pourquoi il a pris cette décision et pas telle autre, pourquoi il a nommé tel conseiller et pas tel autre, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a confiné, pourquoi il n'a pas confiné, est-ce qu'il s'est engueulé avec Édouard Philippe, etc. C'est les coulisses, c'est les dessous, mais c'est exactement ce qu'on doit nous mettre au jour. Donc les deux mis bout à bout, ça a donné ce livre. Voilà. Question sur l'hiver. Une question sur ce bouquin. Vous dites très rapidement que tout l'entourage du président avait pour consigne de ne pas vous parler. Vraiment de faire silence. Et du coup, est-ce que quand vous êtes parti et quand vous avez découvert ça, vous n'avez pas eu un peu des doutes en vous disant on va peut-être avoir un point de vue biaisé par que des gens qui ont intérêt à nous parler de... C'est une bonne question. On se la pose systématiquement à chaque enquête, ce que vous devez faire, systématiquement sur pourquoi est-ce qu'on vous parle, pourquoi est-ce qu'on vous dit les choses. Et là, on se l'est posé. Mais on y a répondu de manière très simple, c'est-à-dire qu'on a vu dans les 110 personnes, il y en a une bonne moitié qui sont des macronistes, à peu de choses près, qui sont proches de Macron, qui le connaissent bien, etc. Donc le point de vue biaisé, on ne l'a pas eu parce que ces gens-là nous ont dit des choses très positives en général sur Macron, mais aussi on a fini par leur obtenir d'eux, on revient au début, des choses qu'ils pensent mais qu'ils ne disent assez peu, c'est-à-dire les aspects négatifs des choses. Et c'est vrai que nous, dans ce livre, on a pris un biais, qui est souvent le nôtre, qui est d'éclairer les zones d'ombre. On aurait pu dire des choses très très bien sur Macron, ça existe, mais on a pris les zones d'ombre du macronisme. Et ces gens-là, les proches de Macron, nous ont permis d'éclairer ces zones d'ombre. Donc on peut considérer que le point de vue, que le livre est dur, mais c'est vrai qu'il l'est, puisqu'il dresse un constat assez accablant du macronisme, mais il est avant tout, et on en revient toujours à ça, il est factuel. C'est-à-dire que ce sont les gens qui nous parlent, c'est pas nous qui disons Macron, c'est les gens qui nous parlent. Ils nous disent voilà ce qu'est notre Macron, ce qu'on a vu, les faits, les actes, les documents qu'on a récupérés et tout. Et à partir de ça, on peut se permettre de dire les choses, mais uniquement après l'enquête, pas avant. Et d'ailleurs, il y a un moment où vous étiez avec Philippe Devilliers,
Ouais. Et vous racontez un repas, je crois, qu'ils ont eu, tout ça, mais du coup, il me semblait que dans ce moment-là, c'était le seul interlocuteur que vous avez eu dans cette pièce-là. Excellente Et question. du coup, l'information, c'est que vous dites, vous, c'est Philippe de Villiers nous a dit ça, ou alors c'est voilà ce qui s'est passé. Et comment vous faites avec ça? Bah, tu as raison, ça arrive souvent. Nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est quand on est sûr de n'avoir que la parole d'une personne, premièrement, c'est un peu subjectif, mais est-ce qu'on la juge crédible? Ça, c'est important. Deuxièmement, si on n'a vraiment que sa parole, eh bien, c'est d'être prudent dans la restitution, c'est-à-dire en insistant, selon lui, il y a des termes, hein, il insiste, il affirme que, il assure que, et non pas rien, il s'est passé ça. Et enfin, troisième point, et avec De Villiers, on avait un peu tous ces cas de figure, c'est qu'il y a des aspects où il va même restituer une conversation en tête-à-tête, mais où il y a quand même moyen de reconstituer un petit peu et d'arriver à vérifier. Exemple type, lorsqu'il nous disait, De Villiers, avec Macron, moi je lui ai dit ça, d'ailleurs on entretenait des rapports très proches, et je lui disais ça, il me répondait ça, bon ok c'est bien gentil, et à un moment il me dit d'ailleurs on a échangé, il m'a fait une dédicace chaleureuse, on a échangé des SMS, etc. On a dit bon ok, ben, nous on veut les voir, on va voir la dédicace, on va voir les SMS, et on les a vus, et on a bien vérifié les numéros. Donc c'est un élément de crédibilisation. Voilà. Mais il n'empêche, tu as tout à fait raison, quand c'est quelqu'un qui dit que, il faut que ces personnes soient crédibles et ensuite que tu prennes tes distances et que tu laisses entendre. Et d'ailleurs, dans l'écriture du chapitre, on dit texto nous-mêmes, attention, il peut avoir tendance à enjoliver, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, etc. Mais on sait que globalement, ça a dû se passer quand même comme ça, etc. On prévient le lecteur que toutes les paroles ne sont pas à mettre sur le même plan. Et il nous reste à conclure, hein. Et on espère de ne pas vous avoir trop saoulé de mots, et saoulé tout court d'ailleurs. Et si on est venu à l'EJCAM, c'est parce que c'est une bonne école, soyez-en persuadés, hein, parce que je sais que souvent les étudiants peuvent déprécier leur école. C'est une bonne école, on y apprend plein de trucs, et je ne dis pas ça parce que je lisais l'IS, c'est parce que je le sais, on le sait parce qu'on est prof, donc on voit passer les gens, voilà. Et on y apprend beaucoup de choses, pas uniquement les techniques journalistiques, mais aussi plein de trucs, on vous éveille l'esprit sur plein de trucs. Alors c'est des aspects qui peuvent parfois vous sembler moins intéressants que d'autres, mais c'est normal ça. Et en vérité, vous êtes formé pour devenir, pour les secondes années, pour tout de suite devenir journaliste. Vous êtes déjà journaliste en quelque sorte. Et les premières années, profitez des stages pour acquérir les bases. Mais quoi qu'il en soit, soyez sûr que ce métier, il est accessible et on peut s'éclater dans quelques domaines que ce soit. Donc ne l'abandonnez pas à la première embuscade ou à décroche. Croyez-y, franchement quoi. Moi je suis sincère en disant ça. Et si vous voulez des stages, demandez à Gérard, Lisa transmettra. Donc c'était un plaisir. Merci pour votre question.